est-ce que vous êtes rendu compte de l'engouement qu'il y avait à côté derrière Sur 45 sur non, Lunatic. Sur Lunatic. Là, on est encore sur Lunatic. Ouais. Moi, je peux pas parler à la place Toi, des autres, mais moi, de mon expérience, Hum. moi, non. Moi, je me suis vraiment rendu. D'ailleurs, j'ai pris conscience de ça, que c'est en quittant 45 scientifiques. C'est-à-dire, quand j'ai arrêté complètement, c'est là où j'ai vu l'ampleur. Mais tu vois, à l'époque, on est tellement. Tu te rappelles comment ça se Ouais, passait? je m'en souviens. Mais moi, c'est. Voilà. Alors, tu as vu, comme ça, tu vas pouvoir en témoigner ou ajouter, compléter. Mais tu vois, quand on fait 45 scientifiques et quand on sort Lunatic, c'est énormément de travail. Ça veut dire sortir le disque, faire la com, les mises en place, les réassorts, la com, la promo, tu vois, suivre les ventes. En plus, le truc avait commencé à démarrer fort et tout. Donc, en fait, je travaillais énormément. Et tu te rappelles, je dormais pas beaucoup, en fait. Donc, faut savoir que tu as vu, on vient de Saint-Quentin, on vient des quartiers des Prés. Nous, à la base, on est 4 frères, lits superposés dans la même chambre. On a toujours fait nos devoirs ensemble, trucs, tout ça, nanana. Dans la maison, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de truc, c'était terre-pas. Waouh. J'ai retrouvé ça. C'est Ibrahim, là? Non, c'est Mas. Il reconnaît même pas son Je frère. reconnais même pas. C'est Mas. Non, t'as cette photo? Dinguerie. Ah ouais, ça c'est mon ordinateur. Exactement, mais tu sais que je l'avais oublié ça. Je l'ai complètement oublié. Et regarde ce que tu es en train de faire encore. Je suis en train de... Regarde. J'écoute du son. Non, t'es sur quel site? 45 scientifiques. Non, Non, Napster. Waouh. Napster. Ça, c'est vieux, Napster. C'est marrant, Mas, il ressemble à Ibrahim là, sur cette Ouais. photo. Et Mais tu vois, c'est voilà, ça, c'était des les superposés. superposés, trucs, tout ça, etc. Tu vois. Waouh. Mais où t'as trouvé ces photos? Ah, j'ai fait mon travail de journaliste. C'est qui là? C'est moi? Ben, c'est toi. Avec le boubou. Ah, je me Ouais. rappelle de ce boubou à l'ancienne. Bah, tu vois, puis on était pile dans Lunatic. La grande... On l'avait mis là. Box Tie, tout ça. Mm. MCM. Lit Je crois que moi, superposé. s'il avait cassé mon lit superposé, donc du coup, à ce moment-là, je devais dormir par terre. C'est une dinguerie. D'ailleurs, même l'ambiance, pareil, tu vois, l'anglais. Aujourd'hui, bon, on se débrouille un petit peu en anglais. J'en souviens que quand on était petit, on regardait des séries, Ouais. Dream On, tu sais, sur la 11 là. Ouais. Dream On, Seinfeld, comment on appelle Bottom. Ouais. Pourquoi? Mais dis, parce que moi, j'avais pas le droit à la parole. Moi, j'étais le dernier, j'étais le petit. Et ensuite, Amadou, il pétait toujours un plomb quand il me voyait. Mais pourquoi, en fait, déjà, comment c'est venu, ces trucs-là aussi, de regarder ce type de série? Tu vois, Dream On. Ouais, c'est vrai. Que en anglais, en plus. C'était full Ouais. English. Ouais. Et là, ouais. C'était sous-titré en plus, je crois. Sous-titré. C'est sous-titré en anglais. Sous-titré en anglais. Sous-titré en anglais. Ouais. Je sais même pas comment on est tombé là-dedans en vrai. Je crois que, tu sais, à l'époque, c'était diffusé sur Série Club Ouais. et sur Paris Première, ou Paris Dernier. La 11, je me souviens que c'était la 11. Ouais, c'est ça. C'était Jimmy. Ouais, Canal J, il y et avait Canal... Canal J, enfin, le matin, Canal c'était Jimmy, Jimmy, et qu'après, C'est c'était ça. J, je crois. En fait, il y avait des programmes en anglais. Des programmes de... Bon, moi, on a toujours tous aimé l'humour, mais moi, tu vois, l'humour à l'américaine, les trucs... Le premier spectacle, tu te rappelles de... Eddie Murphy. d'Eddie Murphy. Wow, la Wow. cassette, je l'avais, tu vois ce que je veux dire, à la maison, en mode magnétoscope et tout ça. Donc, tu vois, tous les humoristes américains, tout ça. Bon, à l'époque, c'était l'époque de la cassette. C'est pas comme aujourd'hui où c'était facile d'accès, mais moi, j'étais dedans, tu vois. J'aimais trop cet humour-là, cet univers-là et tout ça. Pour récupérer, c'est ça déjà. Parce qu'en fait, tu as vu, c'est plus comme maintenant où tu vas sur Internet, tu commandes ton truc. Ou tu vas chercher ça, par exemple, des cassettes de Raw Je sais d'Eddie plus, Murphy. j'avais des potes, tu vois, qui s'intéressaient au truc. J'avais toujours un pote qui allait avoir au moins un truc qui était dans mon délire, tu vois. Ok. Et au bout d'un moment, reconstitution et tout ça. Et puis même avec Massé Ibrahim, tu vois, Ouais, on a ouais, aussi ouais, récupéré des bien trucs sûr. et tout ça, tu vois. Donc au final, après, ça faisait que tu avais une collection de plein de trucs différents. Et à l'époque, je me rappelle, ouais, effectivement, à l'époque de Série Club, et trucs, de ces séries-là, c'est des séries qui n'existaient pas en France. Ouais. Donc, par exemple, Jerry Seinfeld, c'est un humoriste superstar aux États-Unis, mais le mec est légendaire, tu vois. Aujourd'hui, Seinfeld, c'est une série légendaire, mais les premiers à les diffuser, c'était à cette époque-là. Il y avait une série qui s'appelait Dream On. En fait, le mec, il avait passé son enfance à regarder la télé. Il était nourri de plein d'images. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une situation dans sa vie d'adulte, il se remémorait des images de son enfance.
Et le concept, il était. Tu sais que j'ai appris plus tard, en fait, c'était les producteurs. Ils avaient des archives de plein de séries. Ils ont donné ça aux réalisateurs. Ils ont dit créer une série à partir de ça. Donc en fait, quand Dream On, le concept et tout ça, ça vient de rush, de trucs, et du coup de l'intégrer dans ses souvenirs et tout ça. Je trouvais ça fou. Et du coup, il y avait aussi des séries de Jamaïcains. Il y avait un sitcom de Jamaïcains qui était diffusé sur cette chaîne, donc il fait trop parce que ça n'existait pas là-bas. Tu avais aussi... Plein de séries anglaises. Ouais. Bottom. Ouais, il y avait ça. Voilà ça. Il y avait trop de trucs. Et puis après, jusqu'au moment où on arrive à Oz. Oz, ouais. Et là, tu vois. Donc du coup, il y avait toutes ces séries comme ça qui arrivaient. Après, tu as Oz qui est arrivé. Et là, ça a encore plus enfoncé le truc. Mais ça s'est fait parce que tu as vu, on avait accès à un truc où on regardait ça en anglais parce qu'il n'y avait pas d'équivalent en français, en fait. Et que ça nous parlait, tu vois. Et pourtant, c'était même pas une question spécialement de race parce que Zenfed, à la base, c'est population blanche, normalement, la cible, tu vois. Mais le type d'humour, le truc, l'humour par l'absurde, tout ça, etc. Parce que je m'en souviens, parce que quand vos potes ils venaient à la maison, ils pétaient un plomb en fait. Ils disaient, mais pourquoi vous regardez cette série-là? Ça marchait pas, même ils aimaient pas ça. Même les cinémas en alors que ça moi je kiffais en fait, parce que je connaissais. Déjà, il n'y a pas le choix. Et en fin de compte, si on te met Derrick, tu vas kiffer Derrick. Non, Derrick, non. Ouais, j'avais pas le choix. Mais ouais. Ouais, j'avais pas le choix. C'est vrai. Mais ouais, c'est venu d'un manque en fait, tu vois, de programmes. Mais ça a qui servi ressemblent au pas. final. Parce qu'il y a plein de mots, je m'en souviens, même le mot recognize, on a appris plein de mots grâce à toutes ces séries. De toute façon, c'est simple. Les frères, on a tous fait des études. Donc, on était tous dans la chambre. Donc déjà, si tu n'avais pas un niveau pour les débats, pour argumenter, tu vois ce que je veux dire, pour défendre ton point de vue, ne serait-ce que pour juste changer de chaîne, t'étais mort. Nous, c'était des grandes discussions, voilà, tu vois, et on était toujours dans des grandes discussions sur tous les sujets, et que ça pouvait durer même toute la nuit, hein, tu vois. Jusqu'à présent, ça continue. Mais là, pour le coup, à l'époque, c'était vraiment... c'était abusé. On prenait des sujets, de tous les sujets, et puis... Non, mais c'était marrant. Ouais. Et la vanne. Et la vanne, tout ça. Ouais, grave. Ouais. On se vannait tout le temps, tout ça, etc. C'est anodin, mais tu vois, on rigole, mais je sais que par exemple, la vanne, parce que moi, au quartier aussi, on se vannait beaucoup aussi. Mais ça sert, en vrai. En vrai, ça sert. Défendre son point de vue, se défendre même dans la difficulté, tu vois. Ouais. Tu te rends compte que c'est une arme. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une arme, des fois pour désamorcer des situations compliquées, des fois pour faire passer les messages. C'est la punchline avant l'heure, l'art de la vanne, tu vois. Toi, tu prenais d'ailleurs des vannes que tu allais après, qu'il avait chez nous, qu'il allait vous balancer comme ça là, dans la cour d'école, tout ça, etc. Donc, non, la vanne, c'est un vrai truc. Mais déjà, là-bas, c'est un truc de quartier tout court. Mais en plus, entre frères et tout, là, c'est... Ouais, Kenzie, il disait ça, avec de la rue, là. Voilà, tu vois. On se vanne toute la journée, donc du coup... Bah ouais. Et pour revenir, pareil encore à cette période-là, le business, tu te souviens, quand je vendais tes CD? Raconte. Moi, je t'aime pas bien raconter. Non, mais après, je complète. Ok. Donc, du coup, en fait, moi, je suis là, je suis entouré de CD. Plein de CD, plein de vinyles, etc. Moi, je suis au début du collège, 6e, etc. On peut pas aller travailler à côté, tout ça. Comment on fait pour gagner son argent? Vous êtes ensemble. Ah oui. Donc, tu vendais, vous vendiez ensemble? Non, il vendait tout seul. Vous voyez, il avait des poulos Ralph Lauren, il avait des vestes Ralph Lauren, il était bien. J'avais pas encore mon ITT, mais... Il t'a pas mis dans le business. Oui, bah oui, non, un perso. Parce que lui, il voyait, en fait, il me connaissait en mode Moussa, le revendeur. Moi, je revendais tout, tu vois. Donc, il y avait des CD. Il y a des gens qui... Il y a le produit, il y a des clients. Donc, moi, je viens, je prospecte, je dis, vas-y, tu veux un CD, tac, je vends 1, 2, 3. Et à la fin, je commence à vendre beaucoup de CD au collège. Ça veut dire que là, je vais à l'école, et en même temps, je vais dans mon lieu de travail. Et je prospecte en plus, hein. Et donc, du coup, je vends. Et je m'en souviens, l'argent, je le mettais dans mon... On avait le jeu Monopoly, tu vois. Je le mettais en dessous du Monopoly. Et ma sœur, un jour, elle est tombée sur ça, sur tous les billets. Elle a dit, c'est quoi tout ça? Clac, elle a mis ça, la balance. Ma mère, elle a vu tout l'argent, parce qu'elle en plus, les gars. C'était au collège, j'étais en 5e, je vais avoir 13 ans, 13 ans. Ma mère, elle a vu ça, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, je me suis pris des coups, etc. Et Jean-Pierre, il est au travail, enfin à l'affiche à l'époque, et il revient, et je me dis, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer parce que déjà, je lui vole ses CD, et en plus, il touche rien. Parce qu'en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il dit
il y a des CD à la maison. Il parle de mes CD à moi. Ouais. De mes CD, parce que comme moi, je recevais de presse et tout ça, donc des fois, les CD, j'avais en double, en quadruple, et des Moi, fois, je je les déballais même pas. Ouais, bah, Et- c'est là qu'ils Et des fois, Ça j'étais prenait en plus de mode, valeur. Voilà, des fois, j'étais en mode, tiens, c'est marrant, je retrouve plus tel CD, ou je retrouve plus tel truc. Ou tiens, je croyais que j'en avais 3 là, truc, tout ça. Mais j'avais tellement de trucs que je m'en. T'as vu, ça attirait pas mon attention. Du coup, moi, je vendais. Et donc, le jour où je me fais attraper par rapport à ma mère, elle me tape et tout, etc. Et Jean-Pierre, là, je dis, putain, quand il va revenir, je suis mort. Il revient, ma mère, elle lui crie dessus. Hein, tu veux gâter les études de ton petit frère? Nanana, hein, toi, tu travailles, tu fais des trucs, tout ça, nanana, hein, crac, tu connais les darons. Elle enchaîne. Lui, il comprend pas. Il sort de l'affiche, il voit l'argent par terre, il voit ma tête. Déjà, il voulait me défoncer, à mon avis, je pense. Et ma mère, elle l'embrouille. Après, il comprend. Il dit, mais quoi? Vendre de quoi? Il vend les CD. Moussa, il va à l'école. Au lieu d'aller à l'école pour travailler, il va pour vendre des CD. Ah ouais? Et il voit l'argent. Et ils sont embrouillés. Après, il va dans la chambre. Et avant. Et puis, il est calme. Ouais, c'est ça qui m'avait stressé. Parce qu'il se fait embrouiller ça, là. Mais il est calme. T'as vu, la gestion de ton sang-froid, déjà, c'est sadique, ça fait peur. Et après, tu retournes dans la chambre. Et je sais pas ce que tu fais. En plus, il laisse le temps. Hein. Il se lave, il fait ses trucs. Et après, un moment, j'entends Moussa! Moi, je suis un cérébral. C'est-à-dire, je vois tout ça, je prends le temps de digérer l'information. Je processe l'information. Après, je dis, je sais maintenant. Donc, je dis, Moussa, viens. Il vient. Je dis, explique-moi. Donc, moi, je ne suis pas en train de crier, tatati, tatata. Je dis, maintenant, explique-moi. Il m'explique. Voilà, t'as vu. Il y a genre Mas et Ibrahim derrière. Voilà, Massif, Ibrahim, ils attendent le sang. Eux, ils sont en train de venir. C'est ça. Donc, il m'explique, voilà, t'as vu, comme t'as plein de CD ici, moi, je vendais ça à l'école, je vendais ça, truc, tatati, tatata. Mais moi, je suis une tête vraiment sérieuse et tout ça, tu vois. En mode, je suis vénère. Après, je fais, OK. Et là, il se dit, la sanction va tomber. Ouais. Ça marche bien, ça? Et quand il me dit ça, je vois la lumière. Tout, je mets le costume, je fais le commercial. Oui, ça marche très bien. Alors du coup, les chiffres. Et donc, je lui dis, bon, écoute, continue ton activité, sauf que maintenant, on va se partager. Déjà, j'étais gentil. Je lui ai pas dit, tu me donnes tout. J'ai dit, on va faire 50-50 sur le truc. Donc maintenant, t'as vu sous mon coussin là, tu me mets ma part. Donc tous les soirs, quand je rentrais, je dis comme ça, il y avait l'oseille, et je lui dis, bien joué. Et le lendemain, tu me disais, par contre, travaille bien à l'école pour pas que comme ça, maman, elle te casse pas la tête. Ça gâche pas ton travail. Ah, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, pas de problème. Du coup, c'est là, t'as bien. J'ai commencé à charbonner de fou. Fallait pas se faire attraper par la douane. Tu vois, c'est ma façon à moi de lui de l'éduquer. Et du coup, ça a bien marché. Parler des putains. On est... Par contre, Madison, ouais, le chiffre est bon. Le chiffre est bon. Le chiffre était bon. On faisait la concurrence à Madison. Toutes ces petites anecdotes, j'ai voulu les mettre en avant parce que derrière, il y a une leçon, tu vois, on rigole, etc. Mais derrière, il y a tout ça qui se passe. Mais justement, pour rebondir sur ça, maintenant, Ouais. c'est comment tu as géré ton ego Exact. dans 45 et est-ce que tu as dû ravaler ton ego quand tu étais dans 45 pour que le projet fonctionne? Ça rebondit, hein. Ah, tu vois, c'est transition, tu vois. On revient dans le... Alors, repose la question, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu as dû ravaler ton ego Mhm. quand tu étais au 45 et comment tu as géré les égos de tout le monde? Puisque là, il y a Lunatic, il y a Geraldo, il y a Ouais. toute l'équipe. Parce que là, il y a quand même beaucoup de rappeurs. Ouais, beaucoup d'égos, je pense. talentueux. Oui, talentueux. Parce qu'il y a là, aujourd'hui, on voit par exemple Booba et Ali qui étaient le truc. Il, c'est un tueur à gage, Ifi, etc. Tout ça aussi. C'est cette question-là. Alors, comment j'ai géré les égos déjà? Comment j'ai géré les égos? Le tien plutôt, avant. D'accord. Comment j'ai géré mon ego par rapport à ça? Pour moi déjà, et c'est là où je pense être un vrai producteur, c'est-à-dire je me suis jamais senti artiste, mec qui veut rapper, monter sur scène ou coquette. Donc je me sens pas en concurrence ou je suis pas dans un truc pas réalisé, tu vois. Les superstars, c'est Ali et Booba. Il n'y a pas de débat. Pour moi, ça c'est un truc qui est clair. Ma personnalité, je suis plus un mec de l'ombre. Tu as vu, tout le monde le sait. Je ne suis pas le genre de mec qui a envie de se mettre en avant, qui a envie de faire truc et tout ça, tu vois. Tu as vu les interviews, j'en fais pas 50 000. Quand je les fais, il y a toujours un peu une raison et tout ça. Je ne cherche pas la fame pour la fame ou la lumière pour la lumière, tu vois. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas ce souci-là non plus, tu vois. Ensuite, je suis pragmatique. Donc, tu as vu comme je suis pas beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais je
je suis un pragmatique. Tu as vu, quand je travaille avec les gens, dans mon rapport avec les gens et tout ça, et que je suis plutôt tranquille, tu vois. Donc, mon ego, il est rarement dans une difficulté comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'ego, hein. Puis tu as dû sûrement avoir des désaccords. Ah non, mais ça, les désaccords, c'est pas l'ego. C'est-à-dire que quand tu mets de l'ego dans des désaccords, c'est là qu'il y a un Très problème. bien. Tu vois, c'est-à-dire que les discussions, elles sont franches. En fait, à partir du moment où la base, elle est saine, où il n'y a pas de malentendu, tu vois, bah, tu peux débattre. Tu as le droit même de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, c'est le principe de la vie parce que par définition, les gens, ils sont différents, tu vois. Donc voilà. Donc sur 45 scientifiques, en fait, c'était fluide. En vrai, c'était fluide parce qu'il n'y avait pas ce problème d'ego. En plus, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous dis ça. En fait, finalement, il n'y avait même pas vraiment ce problème d'ego. Chacun était à sa place. Chacun était à sa place, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qui est important. Chacun à sa place. Personne marchait sur les... Ouais, c'est sur ça. C'est important. Et puis, on était tellement unis par cette mission de tout faire cartonner qu'il n'y avait pas le temps pour l'ego mal placé. Okay. D'accord. Tu vois. Donc, et après, même quand on a réuni, après IFI, tout ça, etc., déjà, tu vois, IFI, tout ça, l'histoire a été déjà écrite avant, il y avait déjà des liens qui étaient là avant et tout ça. Donc, non, il n'y a pas sur cette période de 45 scientifiques et tout ça, il n'y a pas ça. Après, il peut arriver, bien sûr, que des fois, j'ai mal pris des choses. Peut-être aussi, après, c'est souvent des malentendus aussi. Peut-être que j'ai mal pris le truc en pensant que certaines personnes me manquaient de respect et tout ça, alors qu'elles ne considéraient pas ne pas me respecter, me manquaient de respect. Il y a un truc que j'ai eu. En fait, ça rejoint une autre notion. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à répondre à cette question clairement et de façon efficace, parce que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre et à gérer la notoriété. C'est pas ton ego, c'est plus la notoriété. Je suis pas un homme de l'ombre, mais tu vois, le succès de 45 scientifiques, et puis même quand je faisais des trucs de l'affiche et tout, ça change ton rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal, parce que déjà, tu as vu, ben, finalement, comme je suis un homme de l'ombre, je me retrouve dans une zone grise, parce que je suis un homme de l'ombre avec des gens qui ont de la lumière, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis dans le gris. Donc je suis pas quelqu'un qui suis devant, mais en même temps, je peux pas dire que je suis complètement un homme de l'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un homme de l'ombre? Alors que quand même, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même des gens qui me connaissent et tout ça, tu vois. Et donc du coup, tu vois, des fois, les gens, ils viennent te voir, et leur attitude, elle n'est pas naturelle. Mais toi, dans ta tête, tu te dis pas, c'est parce que moi j'ai fait ci, parce que je suis un tel coquesse, parce que tu prends les gens tels qu'ils sont. Mais du coup, tu vas te dire, putain, elle est bizarre, c'est chelou comment ils se comportent, tout ça. Et des fois, les gens, ils vont être maladroits, ils vont ne vont pas avoir le bon comportement, etc. Et du coup, ça crée des solutions, des situations un peu awkward, tu vois. Et donc, bizarrement, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer cette dimension-là. Mais du coup, pour revenir sur 45 aussi, donc là, on va dire que le premier album de Lunatic, il sort. Dans quel état d'esprit, quand vous voyez les chiffres, les premières semaines, etc., là, vous vous rendez compte. Bien sûr, ouais. Vous vous rendez compte que ouais, le produit est bon, etc. Comment ça se passe dans l'équipe, dans la team? Comment c'est... On est super content, tu vois, mais tout se fait naturellement. Ouais. C'est-à-dire que tu sais, quand tu t'es battu pour un truc... Parce que c'est l'accomplissement, c'est ça en fait. Ouais, c'est un accomplissement. Est-ce que vous dites, peut-être la veille où ça sort, est-ce que vous soufflez, vous dites, ça y est, c'est fini. Non. Direct, ça réenchaîne en fait. On est tout le temps dans le feu. Tu avais suivi. C'est-à-dire que quand on faisait les séances studio, tout ça, il y avait beaucoup de taf. Quand on préparait la sortie, il y avait beaucoup de taf. Et quand on a fait le truc, il y avait beaucoup de taf. Et pour continuer à pousser l'album, il y avait beaucoup de taf. Donc il n'y a pas ce truc-là. Non, quand on a les chiffres, tout d'un coup maintenant, les gens respectent. Et quand je dis les gens, c'est pas le public parce que le public nous suivait, mais même si truc, mais surtout dans le game, les gens respectent. Dans le game respecte. Ils disent, OK, ils sont entrés numéro 10 du top album, ils sont en train de péter le score, là on nous respecte. Maintenant, pour le public qui suivait, ben, c'est la consécration. Parce qu'on aime ce que fait Lunatic, et en plus de ça, maintenant, Lunatic rentre dans la cour des grands. Tu vois, déjà l'album sort, donc les gens se prennent une tarte parce que l'album il est majestueux. Et en plus de ça, là, le groupe devient un star en fait, tu vois. Et tu te le prends en pleine tête, tu vois ce que je veux dire? Tu te le prends en pleine tête. Tu as vu, moi, l'anecdote en fait qui est la plus forte là-dessus, c'est pour ma mère, c'était n'importe quoi ce que je faisais. Déjà, elle ne comprenait pas ce que je faisais. Elle avait du mal déjà à comprendre ce que je faisais.
quand j'étais journaliste. C'est-à-dire que ma mère comprend que je suis journaliste, la fois où elle est à Dakar, et que tu as vu, elle est dans un taxi. Et à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Affiche Radio Blaster, une émission qu'on enregistrait avec Olivier en studio. Et cette émission était envoyée à plein de radios partenaires, dont des radios à Dakar. Elle est dans un taxi, elle dit, lui, c'est mon fils, il s'appelle Jean-Pierre Sec. Jean-Pierre Sec, c'est votre fils, comme par hasard. Après, ma mère, elle me dit, tu sais, ton émission, je l'ai entendue à Dakar. Et quand j'ai dit au gars que je suis ta maman, il ne croyait pas. C'est là où ma mère me dit, donc toi, tu es journaliste. C'est là où elle comprend. Et bien, de la même manière, ma mère, quand elle sort, je te rappelle, à l'époque, quand elle sort, toutes les voitures mettaient du lunatique. Elle me dit, ton CD, là, voilà. petit truc. Mais c'est partout ici, là. C'était partout à l'époque, c'est ça. Voilà. Elle me dit, donc ça marche et tout. Et ma mère réalise que lunatique, c'est une dinguerie. Parce que quand elle est dehors, elle entend, Non, elle à l'époque, reconnaît c'est les ça, sons. c'est ça, c'était Tu ça. vois Ouais. Elle dit, donc ça marche et tout ça, ton truc et tout ça, un truc et tout. Et moi, Ouais, j'étais même choqué. quand elle a vu le premier clip, je crois que c'était c'était plutôt Repose en paix. Ouais. Et j'étais à Dakar. Et elle était là. Et là, elle zappe, la chaîne, et après elle est tombée. Ah, mais c'est Booba ça! Tu sais, parce qu'elle elle le voyait tout le temps et tout. Elle dit, donc jusqu'ici et tout, ça marche et tout ça. Je dis, Elle était choquée. c'est connu. Donc tu vois, c'est là où, tu vois, ça montre Ouais. bien le truc de la situation de l'époque, tu vois. Mais toi, comment tu as vécu ça? Vous, comment vous avez vécu ça? Parce que toi, Débola, Ouais, tu as non. vu, faut le rappeler quand même, Ouais. tu vois, tu es un petit du quartier qui Non, mais attends, il y a proche. un truc que je dois te dire, mais je sais pas si tu es au courant. Parce que le lunatique, je l'écoute avant qu'il sorte. Ça m'étonne pas, ça. Non, je crois que j'étais au courant de ça. Ça, Ça, non, j'étais au courant. mais, Ça, j'étais au courant. Avant, mais pas longtemps, parce que sinon, je Chez moi, elle était partirais chez là. moi, elle est dans la Ouais. cassette de mon daron, Ouais, je me grave. rappelle la Non, semaine où non, ça mais Ça, je sortait. savais. On a écouté, on a dit, ouais, c'est une dingue. Ça a tout niqué, tu vois, on savait, tu vois. Ça a tout niqué. T'as vu? Non, moi, en fait, j'avais la pression. Enfin, c'est même pas. C'est comme si je faisais partie de 45, en fait, tu vois. Pour de vrai. Et les mecs, tout le temps, ils me disent, mais ça sort quand? Bah, tu sais, Momo Mobile. C'est lui, l'un des premiers qui a eu un autographe de Booba, je crois, à l'époque. Il venait tout le temps et tout. Il attendait que Booba il vienne et il lui a demandé l'autographe et tout ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, comme je venais beaucoup au studio, etc., et les mecs, des mecs de dehors, ils disent, mais ça sort quand? Ça sort quand? Et c'est pour ça que des fois, je dis, ça sort quand, en fait, tu vois? Parce qu'il fallait que je leur donne une réponse. Mais moi, je voyais vraiment l'engouement, tu vois, de Lunatic. C'était vraiment une dinguerie, tu vois. Et donc, du coup, quand c'est sorti, on voyait les affiches, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Parce que c'était notre c'est notre item de notre génération, en fait, le Lunatic, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment marrant, tu vois. Tu vois, donc, non, c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Et j'aurais jamais cru que plus de 20 ans après, je parlerais encore de ça, ou que Sans serait réédité, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Jamais j'aurais imaginé ça. Pareil, Temps mort aussi. Donc, du coup, Après, Temps mort, ouais. c'était Temps mort aussi qui était sorti. Et justement, j'ai une question par rapport à Temps mort. Alors là, du coup, on passe de l'album Lunatic à Temps mort, un album solo. Ouais. Est-ce que la stratégie, c'est la même? Est-ce que l'alchimie dans l'équipe, c'est la même? Puisque là, on est concentré sur Ouais. un seul artiste. Ouais. Non, c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que, autant tu as vu, quand on fait Lunatic, il y a tout à prouver. Mais quand on fait Temps mort, on a déjà prouvé avec Lunatic. Donc déjà, c'est plus la même chose. On est plus confortable financièrement, on est plus organisé, on a les bureaux, on a le label, tu vois. Même si on n'est pas non plus, tu as vu, en mode, on fait les fous, tu vois. Parce que disque d'or, quand même, mauvais oeil. Disque d'or, mauvais oeil. Alhamdulillah. T'avais encore les fonds de son encre. Là, maintenant, Comme Jay-Z, On refouille. tu nous joues encore de son doc. Oui. Je ressentirais plus celle-là. J'aurais dû faire attention, je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir. 88, on sait pourquoi t'aimes Jay-Z, JP. Et surtout, tu vois, quand le premier album solo de Booba doit sortir, il bénéficie finalement de tout le travail de fond qui a été fait parce que tu as vu sur Lunatic, au départ, on vend essentiellement en région parisienne. Donc, on a fait un gros travail en province, notamment à travers des tournées, de la promo, tout ça. Donc, Temps mort, on sait que Booba, ça va monter haut parce que déjà l'album, il est fort et que tu as vu tout ce public aussi en province, tout ça, etc. Je te coupe par rapport à ça parce que ça, tu vois, tu m'as rappelé un flash en fait. Je m'en souviens des stratégies parce que en fait, c'était de la stratégie. Je m'en souviens que tu étudiais, tu regardais la carte et tu regardais où ça vendait plus, dans les Fnac, les réassorts qu'il y avait et où là, ça débitait plus. Et tu disais, ah, dans cet endroit-là, ça débite pas trop. Il faut qu'on fasse une radio ici, là-bas. Mais ça, c'était fort en fait parce que c'est de la vraie strat et tu regardes vraiment et tu boostes là où ça doit être boosté, quoi, tu vois. Il y a des endroits où tu mettais pas forcément la pression parce que en fait, le travail était déjà fait.
Mais tu allais chercher, en fait. Vous allez partir chercher. Mais ça venait de ma formation commerciale. Tu as vu comme j'avais fait un BTS force de vente, comme j'avais après fait d'autres trucs, j'avais fait aussi du marketing et tout ça. Du coup, comme en fait, je poussais mes études parce que je savais que j'étais plus dans le truc force de vente, commercial, marketing et tout, sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Donc, j'ai chopé plein de diplômes dans des trucs différents sans trop savoir. Et après, ça me servait. Tu vois, par exemple, moi, à l'époque, que ce soit sur Lunatic ou sur Temps Mort, le socle, c'est le service commercial. Du coup, à l'époque, comme c'est beaucoup de ventes physiques, c'est beaucoup de commerciaux qui travaillent sur les différents points de vente. Donc, les commerciaux, ils ont des zones géographiques et ils ont des enseignes sur lesquelles ils opèrent. Donc, par exemple, on réinitiait à l'époque de Lunatic tous les commerciaux de Warner, on leur pitchait le truc, on leur faisait des cadeaux pour qu'ils aient envie de pousser le truc, tout ça, etc. Donc ça nous aidait. Sur Temps Mort, on le faisait de fou. Et pareil, à l'époque, sur Temps Mort, on signe chez BMG, j'aurais demandé qu'ils me fassent un rapport de vente mais national, quoi, tu vois, région par région. Donc, et sur Lunatic aussi, mais surtout sur Lunatic. En fait, sur Lunatic, vraiment, c'était genre 80% des ventes, c'était région parisienne. Maintenant, quand on a vu ça, on voyait qu'il y avait un déséquilibre. Et je me rappelle, quand on discutait avec eux, ils disaient, vous voyez, c'est surtout un phénomène parisien. Je dis non, c'est parce qu'en province, il y a un travail à faire qui n'a pas encore été fait. Donc moi, je voyais ça comme un avantage, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, tu sais, là où pour moi c'était parfait, c'est que je me suis dit, on fait 80% des ventes à Paris. Donc ça veut dire qu'on va faire des affiches en province, on va faire de la promo, on va faire des concerts. Donc du coup, on a une jauge pour monter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si on avait atteint un plafond vert. Et ça a marché parce que du coup, quand on allait déjà, on faisait aussi les spots, tu sais, pour les radios blacklist, parce qu'à l'époque, il y avait les radios blacklist et tout ça. Donc en gros, on savait qu'on avait une marge. Donc, et voilà. Donc, et en plus, ça permettait aussi de pouvoir réguler le travail sur le long terme parce qu'on savait qu'on était en one shot. Parce que tu as vu la difficulté quand tu sors un album, c'est que déjà à l'époque, tu avais peu de temps d'exploitation maximale, tu vois. Donc on savait qu'on avait un temps de travail à peu près sur 6 mois. Et effectivement, tu as vu ce que tu voyais à la maison là, sur les trucs sur lesquels je bossais, c'était les points de vente par région. Et je regardais les régions qui fonctionnaient le moins et les enseignes qui fonctionnaient le moins. Et quand je dis les enseignes, tu as vu, je parle de, je sais pas moi, Furet du Nord, la Fnac, tout ça, etc. Et donc du coup, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de secrétariat ou des... non. Non. En fait, quand tu me voyais, on n'avait même pas nos bureaux, tu vois. Et après, on a pris des bureaux. En fait, on a la vraie raison pour laquelle on a pris des bureaux, c'est parce que alors, je ne sais plus si c'est Lunatic ou Temps Mort. Tiens. Non, sur Lunatic. En fait, sur Lunatic, on avait mis un bon de commande pour le merchandising. Tu te rappelles du bon de commande? On avait mis un bon de commande pour le merchandising, c'est-à-dire on avait mis des t-shirts, des prix. Ah oui. Et on a mis ça dans le coffret. Okay, ouais. Mais nous, tu sais, quand on vend je sais pas combien, du coup, les gens, ils commandaient des t-shirts, un truc de malade. Ça, c'était un truc que j'avais vu où? Je sais plus où j'avais vu ce truc-là. Ça, c'est un truc que j'avais vu quelque part. Tu vois, il y avait ce truc de mettre le bon de commande dans le truc. Je savais que ça, c'était un truc fort. D'ailleurs, au début, Warner, il voulait pas qu'on le fasse, alors que je disais, mais c'est notre CD. En plus, nous, on est en distrib. Donc moi, je disais à Gérardo, viens, on fait ça, je sais que ça marche, tu vois. Et je me souviens, on choisissait les couleurs comme ça. On fait quoi? Vert et jaune, noir et truc, tu vois, couleur simple. Et puis, il y avait le truc aussi, tu sais, à l'époque, quand tu mettais un sticker sur un CD, tu faisais 20 ou 30% de plus. Il y avait plein de trucs comme ça et tout, bref. Et quand l'album il sort, un jour, on se pointe à la poste, tu vois, au truc, là, on devait récupérer notre courrier. Et les mecs, ils disent, c'est vous, 45 scientifiques? Ouais. Les mecs, ils disent, venez. Et nous, on pensait qu'il y avait une embrouille. Et quand on débarque, il dit, vous voyez tous ces sacs-là? C'est des commandes. Non. Vous nous débarrassez de tout ça. Les gars, ils avaient stocké le truc, mais ils n'arrivaient pas à nous trouver. Parce que tu as vu sur la boîte aux lettres, des trucs, tout ça, tu vois, nous, on était aussi en mode undercover, tu vois, tu ne nous trouvais pas comme ça. Et du coup, on avait plein de commandes, alors qu'on n'avait pas fabriqué un t-shirt. Non. Du coup, on avait tellement de commandes qu'on s'est dit, attends, il faut qu'on prenne un bureau et qu'on prenne une secrétaire, parce que là, on ne va pas se taper tout ça à la main quand même, tu vois. Tout seul, quoi, tu vois. En plus, on avait trop de trucs à faire. Ouais, c'est clair. Et c'est comme ça. Et je me rappelle, il y a même des gens qui nous envoyaient du shit en même temps que leurs commandes. Ouais. C'est n'importe quoi. Bref, de toute façon, c'était n'importe quoi, les courriers qu'on recevait. Et ouais, c'est comme ça qu'on a pris nos bureaux. Non, c'est dingue quand même, tu vois. Et Temps Mort, bah, après, il y a l'histoire. Parce qu'on m'a beaucoup pris pour un mytho. Hein. Okay. Quand il y avait le morceau avec... Animal. Alors,
C'est quoi la jeunesse de ce morceau-là? Comment ça s'est fait? Pourquoi Moussa il est arrivé? Comment ça s'est sur ce morceau avec Eliam et Bouba? En fait, Bouba, il venait souvent à la maison. Et à l'époque où il se faisait embrouiller, Moussa, parce que Moussa, il a eu plusieurs périodes. Et la période jeune, tout ça, etc., c'était du n'importe quoi. Donc, il fallait calibrer. Et à l'époque, Moussa, il rappe. Encore une fois, je me fais... En fait, encore une fois, je me fais embrouiller. Je viens, je rentre. Encore une fois, ma mère me crie dessus. Encore une fois, je ne sais pas quel est le sujet. Ça veut dire, j'essaie de comprendre dans les cris. Je dis, OK, ouais, Moussa, non, 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 rap, non, 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 école. Je fais, OK, Moussa, rap à l'école. OK. Ah, Moussa, il rappe. Pendant que je m'embrouille, comment on m'embrouille? Encore une fois, je jette mon regard et tout ça et tout. Donc moi, je ne comprends pas parce que j'étais au courant. Tu vas gâcher la vie de ton petit frère. Toujours. Alors que moi, tu vois, j'étais en mode, Moussa va à l'école, ramène des bonnes notes à la maison. Et met l'argent sur le canapé, tout ça. Maintenant, donc, à l'époque, tu avais écrit un texte qui s'appelait « J'aime pas l'école ». J'aime pas l'école, et c'est pas l'école, j'aime pas l'école, j'aime pas l'école. Donc ma mère rappe le morceau, et me dit, en plus, il rappe sur l'école, il dit, j'aime pas l'école, la prof et ses heures de colle. C'est pourquoi je me rappelle encore du texte. Déjà, je vois ma mère rapper, j'étais par terre. Je dis, c'est n'importe quoi, tu vois. Et Bouba, elle était là. Ouais, non, tu as dit, ouais, Moussa, il rappe maintenant. Non, mais parce que oui, je lui raconte, en fait, le truc, il était passé à la maison, je lui raconte, ouais, il rappe et tout, il rappe sur l'école et ça. Après, il dit, bah dis donc, tu commences bien. T'as déjà le parfait profil pour devenir rappeur. Ouais, il me fait une phrase comme ça. J'étais plus en mode, ah, vas-y, rajoute pas, s'il te plaît. Déjà, c'est chaud et tout. Il me demande de rapper. Il te demande de rapper. Ouais, t'avais rappé le truc. Ah, c'est ça. Ouais. Raconte. Bah, du coup, après, il m'a demandé de rapper et je m'en souviens, après, je l'ai rappé ce morceau-là. Après, il me regardait, il rigolait dans les phases et tout ça. Il rigolait, tu vois. Et après, il me dit, ça va et tout, pas mal et tout ça. Et après, bon, il fait sa vie, vous faites votre vie, vous écoutez vos sons, etc. Tout ça. Et je sais pas, c'est toi en fait, parce qu'en fait, lui, Booba, il avait dit à Jean-Pierre qu'il avait préparé l'album et qu'il voulait que je fasse un 16. Donc il me dit, ouais, Jean-Pierre, en fait, t'as vu, je vais inviter ton petit frère sur l'album. Ah, ok, d'accord, cool. Non, je veux vraiment inviter Moussa sur le truc. Et puis en fait. Mais attention, pourquoi tu lui dis ça comme ça? Il le dit plusieurs fois en fait. Et moi, il me l'a jamais dit. Non. Je sais pas en fait. Mais je sais pas pourquoi, parce que tu le prenais pas comme c'est sérieusement, mon petit frère, ça, j'ai pas pris ça sérieusement. sérieusement. Ouais. Et un jour, Booba, il débarque à la maison avec l'instru et il dit à Moussa, bon, comme Jean-Pierre, il n'est pas réactif, voici le truc. Nanana. Et moi, je suis en mode, c'est comme ça que je découvre, hein. Parce que c'est pas Jean-Pierre qui l'a dit en fait au final. Non. Et moi-même, je suis mal à l'aise quand il dit ça, parce que je suis en mode mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, toi aussi, hein? Tu sais, quand t'es en mode grand-père, tu sais que t'as tort, mais tu vois, attends. Bon, on mange de poulet ou quoi? Et donc, c'est comme ça que ça se passe, hein, tu vois. Et après, tu t'es pris la tête à écrire le truc. Et il me faisait son texte et tout ça, tu avais écrit plein de fois. Après, Booba t'a validé le texte et puis on a fait la séance. Du coup, maintenant, c'est la fin. On va parler de Booba, il a sorti son album, Temps mort, etc. Ça cartonne. Comment vous avez pris la fin que Booba il parte, quoi, tout simplement? Comme j'ai souvent dit, t'as vu? Est-ce que tu l'as pris comme un échec dans ton aventure d'entrepreneur? Échec ou épreuve ou obstacle? Non, tu sais, on arrivait à la fin d'une relation. Donc la relation, elle se dégradait au fil du temps. Donc après, on arrivait à un moment où c'était plus possible de travailler ensemble. Donc c'était sûr qu'il allait partir et c'était sûr qu'on ne pouvait plus travailler ensemble, tu vois. Donc voilà, tu sais, on savait que c'était plus possible, tu vois. Mais pareil, comment tu prends l'information? Non, mais parce que c'est comme quand, tu as vu dans la vie de tous les jours, ta relation elle se dégrade avec quelqu'un. Ça se fait sur le long terme, tu vois ce que je veux dire? Donc au début, tu as vu, c'est des malentendus, après c'est des prises de tête, après t'es vénère, après tu vois, le truc ça se dégrade, tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu avais une nouvelle qui tombait d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Après, au bout d'un moment, tu sais que c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, est-ce que le mindset du label, parce que moi, je regarde vraiment plus l'aspect business, hein, est-ce que vous changez votre business model ou qu'est-ce qui se passe? En fait, on sait déjà à ce moment-là qu'il faut qu'on signe de nouveaux artistes. Okay. C'était déjà quelque chose. Tu sais, nous, dans ce laps de temps, on avait déjà signé Ifi et Il.
Ensuite, après, on a signé du coup, Escobar et l'Alco et Escobar, Mhm. tu vois. On a signé l'Alco et Escobar. J'ai fait la mixtape Sans d'encre, tu vois. Et j'ai fait la mixtape Sans d'encre. Après, plus tard, il y a l'album d'Ali, tu vois, qui n'était pas prévu au départ. Donc, non, on sait que ça va changer. Mais nous, on a ce back catalogue, ce qu'on appelle un back catalogue. Ça veut dire on a l'album de Lunatic et l'album de Temps Mort qui tournent, tu vois. Donc, plus l'album 45 scientifique, plus ces trucs. Donc, on nous produit, tu vois. Mais moi, comme j'ai déjà dit, déjà, premièrement, quand on fait 45 scientifiques, on le fait déjà pour sortir l'album de Lunatic. Ensuite, après, il y a l'album Temps Mort de Booba. Mais quand tu fais Lunatic ou Booba, toi, en tant que coproducteur, tu sais que tous tes artistes ne vont pas être Lunatic, ne vont pas faire les chiffres de Lunatic et Booba. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où toi, tu es cool avec ça, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais maintenant, c'est comme si on nous mettait une sorte de pression pour qu'on fasse que des chiffres comme Lunatic ou que des chiffres comme Booba. Mais ça, mais nous, on le sait déjà que c'est pas possible. Par exemple, IFI, je sais plus, on a fait à l'époque, je sais plus, c'était 40 ou 50. Ali, on a fait plus de 70, je crois, un truc comme ça, tu vois. En gros, Ali, c'est un disque d'or et IFI, c'est pas loin du truc. En tout cas, sur les chiffres qu'on faisait sur IFI, on est plus que bénéficiaire. C'est-à-dire, c'est pas on gagne de l'argent, c'est qu'on est. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans la tête des gens, c'est genre, ouais, mais il faut que vous entre guillemets, fassiez ces scores-là et tout ça, alors que toi, tu sais que tu n'es pas là-dedans. Maintenant, nous, le but du jeu, c'est déjà d'être viable, ce qui était le cas, et d'être l'identité artistique du label, tu vois. Donc, et d'avoir des artistes qui ressemblent, donc, et de rester cohérent par rapport au truc, tu vois. Voilà. Après, ce qu'il aurait peut-être fallu, c'était plus peut-être ouvrir et adapter au bout d'un moment, tu vois. Mais bon, tu as vu sur l'Alco Escobar, les albums finalement n'étaient pas sortis. Mais je sais que l'étape qui nous aurait attendu, c'est comment on se serait adapté au temps. Ça aurait plutôt été ça le... Ouais, est-ce que à cette époque-là, maintenant avec du recul, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu penses que en fait, il fallait faire un choix un autre choix, ou est-ce que c'était un bon choix, par exemple? Le choix que vous avez fait artistiquement parlant, quoi, je parle. Hein. Bah oui, ça a été des bons choix puisque ça a marché. Après Temps Mort, hein, je parle. Après temps, ah oui, oui, parce qu'on a fait, regarde, on a fait IFI. IFI, on a fait des bons chiffres. On a fait, Ali. On a fait des bons chiffres aussi. Après, on a fait quoi? On a fait, après, on a signé l'Alco Escobar. Une mixtape de Hill. Enfin, Voilà, tu vois, on a fait l'Alco Escobar. On a fait la mixtape d'Eliem, qui était un carton, qui marquait d'ailleurs le moment où il truc, etc. Donc nous, tu vois, par exemple, la première mixtape d'Eliem, c'est comme un disque d'or. Hein. Et d'ailleurs, Eliem, après, devient un truc. Eliem, je me rappelle que quand il nous accompagnait sur les tournées, on avait capté qu'il se passait un truc. Il y a des gens qui venaient que pour lui, tout ça, etc. Parce qu'en fait, tu as vu, quand on a monté le site 45scientifique.com, qui était le premier site à l'époque pour un label, enfin les premiers sites urbains, ILM, il était grave actif dessus. Il avait donc conquis un vrai public. Donc la mixtape, elle avait... et puis il avait un buzz, quoi, tu vois. Tu vois, tu parles du site internet, je m'en souviens, c'est aussi pareil. Parce que c'était vraiment encore pareil, dans les débuts de 2000, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont aussi dans l'IT, et nous-mêmes aussi on est dans l'IT. Toi, c'est quoi le rapport que tu as avec l'informatique? Moi, je le sais, mais bon. Voilà, moi, à la base, je suis... En fait, les gens, on m'a toujours taxé de geek, mais moi, je me suis jamais vu comme ça, tu vois. C'est-à-dire, j'ai toujours été un early adopter, comme on dit, tu vois. J'ai toujours aimé prendre les nouvelles technologies, mais... Parce que tu utilisais déjà, en fait, ce côté de la technologie dans 45 scientifiques, alors que à cette époque-là, c'était pas encore connu. Non, parce que moi, à l'époque, je suis en mode... moi, en fait, quand on fait la réunion avec les gars chez Geraldo pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas faire, tout ça, je leur dis, ah ouais, parce que tu sais, il y a un nouveau truc là, ça s'appelle l'Internet. Et en fait, tu te rappelles mon pote Karim Balou de Trapp, tu vois, j'avais un gars qui était à fond dans l'IT et donc il connaissait bien l'Internet, tu vois. Et donc quand je parle de ça en réunion avec Ali, Booba et Geraldo, Booba il me dit, ah justement, il y a un gars qui a un site internet, Lunatic, tout ça, etc. Le mec s'appelle JB. C'est un Sénégalais en plus, tu vois.
ce serait bien, et tu vois, comme lui, il était en contact avec lui, il me dit, ce serait bien de se connecter parce que lui, il va pouvoir ramener les contenus, les trucs et tout ça, tu vois. Et en fait, le mec, c'est un mec qui a fait une école d'ingé, tout ça, etc. Aujourd'hui, voilà, il est un gros patron, quoi, tu vois. Et donc, voilà. Donc, tu vois, dès le début, en fait, il se trouve que moi, je m'intéresse à l'Internet, il se trouve que la JB qui est dans le truc, on monte le site Internet et on savait que ce serait notre média. Tu vois, ça, par contre, tout de suite, j'ai dit, ouais, comme ça, on utilise Internet comme un média à part entière, parce que ce truc-là, c'est un truc de média, c'est un truc de jeune. Tu t'es déjà rendu compte que l'importance d'Internet. Direct. On a monté une première version du site qui était vite fait. Après, on a investi pour faire, tu te rappelles, le flingue qui tournait, de faire mettre les sons, trucs, tout ça. Voilà. On a mis tous les sons inédits, enfin tous les sons qui étaient déjà sortis de Lunatic, les gens ils étaient dessus. Et puis on regardait les stats, on regardait les informations, tu vois. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros public féminin, que les gens consommaient entre le mercredi et le samedi, tout ça, etc. Tu vois. Donc non, on était déjà dans les datas, l'analyse des datas, tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je te montre ça. Ah là là! La photo avec Yasser Arafat. Exactement. Ton mindset. Mon mindset, à ce moment-là, c'est quoi mon mindset? On est... déjà, c'est vrai, on est sur cette époque et après Booba. On est sur le projet Sans d'encre, au débit. Donc, c'est la compile, du coup, qu'on a fait. Et donc, en fait, Ali et Jockey, ils font un morceau qui s'appelle Lamentation sur ma compile Sans d'encre. En fait, on est parti en Palestine pour tourner le clip. Donc, on est parti en Israël, à Tel Aviv. Après, on est parti en Palestine et on est retourné en Israël à la fin, à Tel Aviv. Et du coup, à un moment, on est dans le camp. On était parti avec une association, tu sais, qui aide les gens là-bas et tout. Donc, nous, on faisait des ateliers d'écriture avec les gamins, tu vois. Et d'ailleurs, on a fait un DVD, hein, tu as vu, c'est dedans. On avait fait une demande, en fait, pour le groupe, hein, pour rencontrer Yasser Arafat. Un jour, on nous dit, je me rappelle, j'étais à la mosquée. Ils nous cherchaient partout. Avec Ali, on venait de finir la prière. Et les gamins et tout ça, chaque fois, ils nous attendaient devant, ils nous suivaient. Ils disaient, c'est bon, vous avez votre rendez-vous avec Yasser Arafat, vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez y aller maintenant. Il fallait partir maintenant et tout. Boum, on est arrivé dans son QG. Et voilà, on a été reçus avec... la délégation a été reçue. Et en début, ça a commencé par... Ce qui est marrant, c'est que vous l'avez rencontré facilement, en fait. Non, pas facilement. En fait, on est passé par une association qui était très active là-bas, qui avait fait toutes les démarches. Et du coup, pour nous, ça a été facile, entre guillemets, parce que nous, on était dans le collectif, tu vois. Mais en fait, c'est les gens de l'asso et tout qui avaient fait le truc, quoi, tu vois. Qui avaient fait toutes les démarches, qui avaient fait tous les trucs sur place, tout ça, etc. Petite question, tu vois, quand je regarde la photo, je remarque qu'en fait, Yasser Arafat, il a la main sur ta tête. Ouais. Est-ce que derrière, il y a une histoire, une anecdote? C'est trop bizarre, parce qu'en fait, quand on est arrivé dans son QG, il y avait une table ronde, donc on était tous là, et après, donc on devait tous se présenter et expliquer ce qu'on fait. Nous, on explique qu'on fait... on parle du rap et qu'on fait des ateliers d'écriture. Et il a vachement été intéressé. Donc du coup, on avait bien échangé sur ça, en fait. Et il connaît, enfin, tu vois, il avait l'œil malicieux, tu voyais qu'il était très intelligent, tout ça, etc. Ça m'avait marqué, ça, tu vois. Donc, je sentais que l'échange s'était bien passé, tu vois, parce que c'était original, tu vois, par rapport à tous les autres. En plus, t'imagines, nous, on arrive avec que des doudounes, tu vois, t'as l'impression qu'on est à New York, tu vois, avec nos dourags, les tresses, les trucs, tout ça, tu vois ce que je veux dire, on dénotait, tu vois. Quand il arrive le moment de faire la photo, moi, je m'accroupis pour qu'on puisse bien cadrer tout ça, et je sens sa main sur ma tête. Ah, c'était ouf. Moi-même, j'ai été choqué quand j'ai senti qu'il m'a mis la main sur la tête, tu vois. Et puis tu vois bien le sourire. Ouais, tu vois. Ouais, c'est un moment légendaire, tu vois. Avec tout ce que représente Yasser Arafat, tu vois. Il te met la main sur la tête comme ça, en mode bénédiction, validation, tout ça. C'est un choc. En plus, il l'a posé doucement, tu vois. Et au début, même moi, j'ai le cœur qui bat quand il la met. Je trouve ça ouf, tu vois. J'ai même fait attention, tu sais que j'ai vu plusieurs fois cette photo. Et c'est hier qu'en regardant, je dis même la main, il a la main sur la tête. Mais ce qui est marrant, en fait, pourquoi je te montre toutes ces photos, c'est on voit vraiment le changement.
Et on sent quelque chose. Même quand tu regardes par exemple la photo 45 scientifique, quand on regarde celle-là, celle où tu es dans ton bureau, tout ça, on voit l'évolution. Ouais. Et c'est marrant. Ouais. Tu vois, ça en dit long. Et tu vois, moi, tous ces trucs-là, quand je le vois comme ça, je dis, ah ouais, dingue. Ça veut dire que là, on sent que tu as mûri, quoi, tu vois. Exactement. Et l'entrepreneuriat joue vraiment Ouais. sur ta psychologie, même physiquement. Tu vois, on sent que les vibes, tu vois, vrai. ça me rappelle C'est vrai. les ambiances aussi, tu vois. Mais en fait, c'est ça mon mindset. C'est un mindset de maturité. Tu vois, tu es conscient de qui tu es. Tu masters de plus en plus tes skills. Tu vois. Donc, tu as encore plus confiance en toi. Tu sais exactement, tu vois. C'est ça ce côté master, tu vois. Tu sais ce que tu vaux, comment l'utiliser, comment truc, tout ça, etc. Tu vois, tu sens bien les choses. Et tout est très clair dans ta tête, tu vois. Le mindset, c'est ça, c'est que tout est clair dans ta tête. Tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu as envie de le faire, tout ça, etc. Et puis en plus, surtout, tu es sur un truc, entre guillemets, plus terre à terre. Alors, c'est bizarre parce que je dis ça sur une photo qui a été tournée en Palestine. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, quand tu fais Lunatic, c'est exceptionnel. Quand tu fais Booba, c'est exceptionnel. Et après, travailler avec Ifi, Ali, c'est exceptionnel. Mais tu vois, la barre est tellement haute avec ce qu'on a fait là que du coup, ça paraît normal. Mais c'est pas normal déjà. Tu vois, Lunatic, c'est l'excellence. Quand on fait 45 scientifiques, on est dans l'excellence. C'est-à-dire, on n'est pas là juste pour sortir un truc, tu vois. On est là pour être excellent à tous les niveaux, tu vois. Et c'est ça que... Pas être bon, voilà, exactement. Ouais. Et t'as été gâté avec les artistes aussi, pareil. Parce que quand tu regardes, par exemple, Sang d'encre, quand tu regardes Lunatic, quand tu regardes tout ça, c'est des gens qui, en plus, qui écrivent beaucoup et qui écrivaient beaucoup de qualité et qui voulaient te faire... Enfin, pas qui voulaient te faire plaisir à toi, personnellement, mais qui étaient vraiment axés sur la qualité. Et C'est ce que t'aimes, toi. Déjà, c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça qu'on s'est bien retrouvés. Et surtout, c'est ce que ça apporte de travailler avec eux. Tu vois. Donc, d'avoir travaillé à Lunatic, ça m'a apporté. Et après, sur Temps mort, c'est aussi ce que ça m'a apporté, tu vois. Parce que là, c'est Booba tout seul, tu vois ce que je veux dire. C'est encore une autre façon de travailler, c'est une autre façon de truc et tout. Donc, du coup, quand tu arrives à ce truc, à ce moment-là, eh ben, tu as vu, tu es vraiment dans une maturité. Puis tu es passé, voilà, comme je te dis, là, on n'est plus comme sur les trucs de Lunatic et Temps mort, on est sur des trucs, entre guillemets, plus normaux, on va dire, entre guillemets, tu vois. Et donc, du coup, tu sais composer aussi avec ça. Parce que c'est ça qui est difficile, en fait. Tu vois, d'avoir un truc qui cartonne, ça te dérègle. Ouais. On va remplir le café? Un petit café crème? On y va. Yes. Du coup, c'est la fin de 45. On récapitule. Tu as été journaliste, comme ça, tu fais ta mixtape en même temps. Il y a une opportunité, tu quittes tout, tu prends ton risque, tu ressors indépendant, tu fais ton label, tu sors Lunatic, Temps mort, disque d'or, et les autres artistes aussi, que ce soit l'album d'Ifi et Escobar ou quoi. C'est la fin de 45. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. En fait, quand je décide donc de quitter 45 scientifiques, pendant un petit moment, je ne fais plus rien, tu vois. Donc, j'ai déjà l'idée d'Olmed. J'ai déjà le concept du nom et l'idée de pouvoir faire un truc, média en ligne, d'un média, de sorte de multimédia en ligne, en fait, tu vois. Mais entre-temps, tu as vu, je travaille avec Mike, tu as vu, et on fait Falton, on monte le label avec Anelka, tout ça. Mais tout ça se fait sur entre guillemets, un malentendu. Parce que, encore une fois, quand ils me disent, ouais, nous, on bosse avec Anelka, j'y crois pas vraiment. Et puis après, il se trouve qu'ils bossaient vraiment avec eux. Donc, je rencontre Doug, qui est donc l'agent de Nicolas Anelka. Et on monte le label Falton. On a fait des petits trucs, mais ça n'a jamais été genre hyper loin. Et après, surtout, je lance Olmed, un multimédia en ligne, une sorte de radio, télé, presse en ligne. Et mais après, le modèle économique, c'est un peu compliqué. Du coup, après, je décide de faire mon cours de danse de tectonique. Mais déjà, pourquoi tu fais ça? Parce que je m'en souviens, moi, quand tu étais à l'époque de Tectonique, une fois tu m'appelles et tu me dis, ouais, il y a un nouveau truc là, les mecs ils dansent chez le truc. Après, je dis, ah ouais, ce truc tectonique et tout, truc bizarre là. C'est ça. Donc pour moi, c'était un truc bizarre. Et après, tu me dis, ouais, mais t'en connais toi, tu connais? Je dis, mais non, je connais pas ces bouffons.
Moi, je ne calcule pas. Il dit, bah, renseigne-toi, tu te renseignes, etc. pour ça. Et je m'en souviens, après, je suis parti voir un petit qui habitait pas loin et tout, qui faisait ça, qui dansait ça. Apparemment, lui, c'était un grand danseur. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et je sais pas, je crois que je te l'ai présenté d'ailleurs, je crois. Ouais. Tu as parlé avec lui, tu lui as Ouais. posé des questions. Et du coup, tellement ça m'intéressait pas, je vous ai laissé entre vous. Ouais. Et longtemps après, d'ailleurs, je n'ai même pas su que tu avais fait un DVD et qui avait cartonné Exactement. d'ailleurs en plus. Exactement. Exactement. Bah, moi, tu as vu, à chaque fois quand je rentrais à la maison, quand je passais par le Saint-Quentin, je voyais des petits qui dansaient, tu sais, pas loin du théâtre, là, devant les glaces. Et je voyais des petits, donc, ces petits qui dansaient, je ne comprenais pas cette danse. Je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je découvre ce que c'est. Bien sûr, je vois l'opportunité business parce qu'à ce moment-là, je suis en mode truc et je dis, bah, tu as vu, plutôt que de sortir une compile, je vais sortir un DVD de cours de danse parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est apprendre à danser. Et donc, du coup, voilà, tu as vu comme il y avait lui et puis il y avait, j'avais des connexions avec différents trucs et tout ça. On a fait le DVD et puis ça a cartonné, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au même moment, moi, je cherche une distrib pour mes projets et Driver, il a déjà un distributeur. Parce qu'il est en train de faire sa compile et il a déjà un label dit de son côté. Et en fait, tu as Marc de Bombata qui me dit, mais tous les deux, vous cherchez l'un un distributeur, l'autre l'autre a un label avec lequel faire le label dit, mettez-vous ensemble et travaillez ensemble, tu vois. Et donc, je dis, une dinguerie, tu vois, vas-y, viens, on est parti, quoi. Et donc, on a bossé sur le premier projet, c'était le projet Driver Self-Défense, la compile. Ouais. Et après, on a enchaîné avec le DVD de cours de danse de Tectonique, où on a fait un carton de malade, tu vois. Et voilà. Mais pour moi, tu as vu. Mais le truc, c'est que là, tu n'es plus dans ton domaine, tu n'es plus dans ta zone de confort. Non. Donc, tu prends les codes du rap, enfin, comment tu as travaillé avec, par exemple, alors, toute l'expérience que tu as eue de ton milieu rap, c'est ça. Reprends dedans. En fait, tu as vu, quand tu as un label de musique, ça fonctionne de la même manière, quel que soit le style musical, en termes de sortie, tu as vu. Donc, avoir un distributeur, pitcher, les commerciaux, tout ça fonctionne de la même manière. Ensuite, moi, tu as vu, sur le projet de cours de danse de Tectonique, c'est du marketing. C'est de dire, OK, il y a un nouveau truc qui arrive. Ce truc-là, c'est un nouveau mouvement musical, entre guillemets, tu vois, un mouvement artistique, ou je ne sais pas comment l'expliquer, tu vois. En tout cas, qui intéresse les jeunes. Comme il n'y a pas une musique rattachée au truc, c'est pas comme le hip-hop avec le rap, là, tu as un truc où les gens, ils veulent danser, mais ils dansent sur de l'électro. Maintenant, à l'époque, les maisons de disques, elles se positionnent sur cette musique qui n'est pas une musique tectonique, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'électro, mais c'est pas un truc, ils n'ont pas créé leur courant musical en vrai, tu vois. Donc, moi, je comprends qu'en fait, le truc, il se joue plus sur le fait de danser que sur la musique, tu vois. Donc pareil, je dis, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un DVD, parce que les gens vont vouloir apprendre à danser. Ce sont des enfants, en plus, tu as vu, c'est des gamins. Tu as vu, quand tu es gamin et que tu as envie d'apprendre à danser, tu as envie de le faire à l'abri des regards. Et je savais que ce serait un cadeau pour les mamies, pour les petits-enfants, tout ça, puisque c'était un truc en période de Noël, tu vois. Donc, on va mettre grave en place au niveau des rayons, et le truc va prendre, tu vois. Et donc on l'a appelé Electro Style, parce que tu as vu, la marque Tectonique, c'était une marque déposée. Et mais après, du coup, on a fait une pochette hyper basique, tu vois, genre toute rose, avec des personnages dessinés. On comprenait ce que c'était, quoi, tu vois. Et puis, de toute façon, le marketing était sur le truc. Et donc, ça a été un carton, tu vois. Donc, nous, en fait, dans le top DVD, au lieu de descendre, parce que, en gros, quand tu es dans un top album, tu rentres haut, après, et en général, tu descends. Nous, on montait. On faisait le sens inverse. Mais là, c'était purement business. Purement business. Il fallait faire de l'argent. Exactement. Donc, on fait de l'argent. Ouais. Et là, pareil, en termes de chiffres, on a une fourchette, on a combien? Je sais même plus. Tu sais, le DVD d'or, je crois, c'est 50 000. Et nous, on avait fait, je crois que c'était ça, ou 50 ou 25, je ne sais même plus, tu vois. Mais nous, on avait fait des chiffres, on avait largement dépassé ça, tu vois. Et en fait, c'est ça. En plus, tu as vu, en gros, on avait un label deal, mais les conditions du label deal n'étaient pas ouf. Et en fait, ce qu'on avait négocié, c'est que à partir du moment où on breakait un projet, c'est-à-dire qu'on faisait fonctionner un projet, on avait des nouvelles clauses qui se mettaient en place, beaucoup plus avantageuses, rétroactives sur l'ensemble du catalogue que l'on distribuait. Donc du coup, tu as vu, de façon mécanique, on gagnait plus d'argent sur le truc, sur les autres productions que l'on sortait, en plus du DVD qui cartonnait, tu vois. Et donc pour nous, ça a été parfait et c'est ça qui nous a permis de préparer la suite. Il y a beaucoup de trucs
Mais on va avancer, boum, dans le temps. D'accord. Et je te montre ça. Yes. Ça, Le c'est- mindset. là- Alors là, en termes de mindset, je suis en mode. En fait, entre-temps, là, c'est ma signature en fait, en qualité de directeur du publishing chez Universal Music Africa. Donc là, je m'apprête à m'installer en Afrique. On est en 2017, tu vois. Et j'avais développé un logiciel de gestion de droits d'auteur, tu as vu, pour les pays africains. Donc là, je suis sur un mindset de businessman, déjà, accompli, parce que j'ai monté mes labels, j'ai sorti plusieurs projets, je masterise mon truc, j'ai acquis beaucoup de connaissances à travers le logiciel de Tu as gestion de droits repris tes d'auteur. études aussi entre-temps. J'avais repris mes études, effectivement, tu vois. Et Là, tu après, étais beaucoup orienté tech. voilà, j'étais orienté tech et publishing. Ouais, j'ai pris vraiment ce gros tournant-là. Donc quand j'intègre en fait Universal Music Africa, je suis vraiment en mastermind business, quoi. Tu vois, Mais c'est vraiment comment ça s'est passé déjà? C'est eux qui sont venus te chercher? En fait, ce qui se passe, c'est que comme je développais ce logiciel pour l'Afrique, en fait, j'avais développé un module de gestion du publishing pour l'Afrique, en intégrant les réalités africaines, tu vois. Donc, c'est assez technique, mais en gros, ça permettait vraiment de pouvoir jouer sur le publishing sur du catalogue africain. Ce qui n'est pas un truc super développé, tu vois, c'est ce qui est assez spécifique. Donc, quand j'ai présenté ça à Marc-Antoine Moreau, il est revenu vers moi et il m'a dit, ton outil là, il est mortel, tes compétences là, c'est une dinguerie. Donc, on va pas, parce que moi, je voulais proposer ma prestation comme sous-traitant. Je me positionnais comme sous-traitant. Il m'a dit, on te propose un poste de directeur de publishing en qualité d'expat et tu seras basé à Dakar. En gros, il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser, tu vois, parce qu'il savait que, tu as vu, moi, j'ai jamais rêvé de bosser en maison de disque, tu vois. Donc, il savait qu'il fallait qu'il me fasse une propale tu vois, à laquelle je ne puisse pas dire non, tu vois. Donc, quand il m'a dit ça, moi, j'étais surpris de fou parce que c'était. Tu savais, ça voulait dire déjà s'installer définitivement, tu vois. Et puis, se retrouver en major, en qualité de directeur, tu vois. Et il me disait aussi, et tu continues Olmed, tu es free pour pouvoir continuer Olmed comme tu veux. Ouais, c'est intéressant, c'est ce que tu dis, tu vois. Mais justement, est-ce que dans cette trajectoire, tu vois pas un espèce de paradoxe, vu que tu étais un producteur indépendant à succès, et là, du coup, tu n'es plus ton propre boss. Bah, moi, je n'ai jamais compris cet argument-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais justement, c'est Non, pour mais ça c'est que vrai, j'ai jamais que je compris demande. cet argument. Parce qu'on m'a souvent dit, ouais, on t'imaginait pas, truc et tout. Mais en fait, oui, j'ai toujours fait mes trucs en indé, mais j'ai jamais. Enfin, c'est la liberté, mais c'est pas. Moi, c'est d'abord. Tu as vu, quand je fais 45 scientifiques, par exemple, on le fait parce qu'il faut créer le label et que les choses se font par défaut. Après, quand j'arrive 45 scientifiques et que je crée Olmed, je crée mon label parce que je veux créer mon propre projet et j'ai mon idée de truc, etc. Tu vois. Mais je n'ai pas reçu non plus de proposition de maison de disque qui fait que, tu vois, à un moment, j'ai hésité entre aller en maison de disque ou rester en indé, tu vois. Donc pour moi, c'est naturel de créer mon propre truc. De la même manière que quand j'étais gamin, je savais que je ne bosserais pas dans une entreprise parce que à cause du racisme et tout ça, tu vois. Donc pour moi, à partir du moment où très jeune, j'avais compris que être en boîte, tu as vu l'anecdote que j'ai racontée, la fameuse anecdote que j'ai racontée, j'ai compris que trop compliqué d'aspirer à un certain niveau avec ma couleur de peau et se faire plaisir. Donc pour moi, bon après je suis journaliste et après je crée mon truc. Mais quand j'ai cette proposition-là, j'avais jamais eu de proposition avant de ce type-là. Et c'est une proposition que je ne peux pas refuser, tu vois. Donc pour moi, ce n'est pas paradoxal. C'est même une évolution du truc. En plus, ça me permet d'appréhender le business autrement. Parce que là, du coup, j'ai vu comment ça se passait de l'intérieur. Et là, j'ai acquis de nouvelles connaissances. Tu vois, notamment des compétences corporate. Tu vois, parce que moi, je n'avais pas d'expérience corporate. En plus, avec un statut de 4, tu vois. Donc, et de voir à l'intérieur comment fonctionne ce qu'on appelle un PNL. Profit and loss, c'est-à-dire comment tu fais ton compte de résultat, comment tu détermines et définis les avances, comment on atteint son point mort, comment fonctionne l'économie du côté d'une maison. En plus de ça, côté publishing, parce que tu as vu côté prod, ça ressemble finalement, mes versions plus grandes en major, ça ressemble à ce qu'il y a en indé, alors que le publishing en maison 10, c'était différent. Et en 2017, tu vois, on a fait cette proposition et ouais, je trouvais que c'était une super opportunité. Et justement, du coup, elle vient d'où ton envie d'aller sur le continent africain, développer la musique? Ouais, alors ça, toi qui nous connais bien, tu sais qu'on a toujours
fait les allers-retours avec le Sénégal, tu vois, que tous les étés, on était à Dakar, tout ça, etc. Et en fait, tu as vu, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de groupes sénégalais parce que je faisais souvent les allers-retours et que du coup, je suivais aussi l'actualité plus ou moins, tu vois. Et donc j'avais déjà fait j'avais travaillé avec Nick sur son premier album, j'avais même produit en fait, tu as vu, le premier album avant que truc, etc. Et donc j'avais déjà ce truc-là. Et même, tu as vu, les Cantuli, je les avais fait venir à Dakar, ils sont d'ailleurs sur ma mixtape. Cantuli, c'est un groupe sénégalais. Donc voilà, et puis quand je me suis rendu compte en fait que la musique en Afrique, en tout cas en Afrique francophone et particulièrement au Sénégal, quand j'ai constaté les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnait pas, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me concentrer sur le truc de droit d'auteur. Ça, j'ai fait de mon coin et après est venue cette opportunité-là. Mais moi, j'ai toujours eu ce lien avec le pays, tu vois. Déjà, nos parents, voilà, ils viennent directement du Sénégal. Nous, on est 100% sénégalais. Donc, c'était naturel, en fait, tu vois. Je te montre ça. Ah là 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 là. Et ça, c'est la photo de mon voyage Au Congo. au Congo. Et je sais de quelle anecdote parler, déjà, tu vois. Et justement, par rapport au logiciel, c'est le rendez-vous à la Sokoda. Mhm. Le mindset. Le mindset. Parce que là, tu Là, n'es plus chez Universal. Non, c'est ça là, je suis plus chez Universal. Et là, tu es vraiment dans ton projet, tu es à fond là, dans, là, je suis à fond dans les trucs de dans publishing. J'entends que ça là-dedans. Ouais, Les publishing, ouais. c'est vrai. Et non, bah là, je suis dans un mindset de. Je suis dans un mindset de faire le tour de l'Afrique. Tu vois. Et du coup, je suis dans un mindset de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest, déjà pour mon logiciel, mais aussi, du coup, je découvre les spécificités territoire par territoire, de comment on s'adapte sur les différents territoires, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que tu as vu, on a tous vécu dans les mêmes quartiers, tu vois. Mais après, c'est quoi être un gars du Nigeria? C'est quoi avoir des origines du Sénégal et tout? Parce que quand on est dans le quartier, même nous-mêmes, on ne se rend pas compte à quel point Exactement. là, nos origines, notre origines. ADN, tu vois, impactent certains trucs en termes de mindset, de comportement, de façon de penser, de façon de voir les choses et tout ça. Et on a l'impression d'être juste, voilà, des Renois de France. Et en fait, tu vois, là, j'arrive là-bas, au pays, par exemple, tu vois, là, j'étais au Congo. Tu vois, ce truc, les Congolais et la musique, c'est de la folie. C'est une réalité. C'est-à-dire, tu te rends compte que là, c'est pas un mythe, tu vois. Là, je me rappelle, à la sortie de la gare, ça avait marqué parce que tu avais des enceintes et tu avais de la musique qui était jouée tout le temps. Et vraiment, tu as vu les vendeurs de fruits, les gens dans les boutiques et tout ça, ils chantent vraiment tout le temps. Et c'est que de la folie. C'est-à-dire, le vendeur de fruits qui est en train de faire le truc, ici, ce serait un pro, là-bas, c'est un vendeur de fruits. C'est une réalité, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, donc ce truc d'avoir la musique dans la peau, c'est réel, tu vois. Et c'est valable pour tout, tu as vu, tu vois les caractéristiques. Et du coup, la façon de manager, de communiquer, de travailler, de faire du business, différentes en fonction de ces différentes. Tu fais beau. En fait, je me suis rendu compte qu'en allant sur le continent, j'ai fait plus de sociologie qu'ici, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est différent. Ouais. Et ouais, ce qui m'avait marqué, tu te souviens, ce jour-là, tu avais posté une vidéo sur ton Insta et tout, je regarde la vidéo, je te vois en train de rigoler. Comme d'habitude, quoi. Tu viens, tu rigoles. Je suis sénégalais, mais t'as vu, on se sapait. Il est là, il rigole. Et 2 minutes après, t'es là devant du monde. C'est comme un sommet, en train de parler, et il est concentré, t'es focus. Mais vraiment 5 secondes avant, tu vois. Ouais. Ça m'a. Je m'en souviens, à chaque fois, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça m'a choqué. Ouais. Parce que comment tu peux, en fait, switcher, tu vois. En fait, moi, j'ai un switch rapide sur les trucs. C'est-à-dire, je peux être là en train d'être explosé de rire. Et quand c'est le taf, je plonge dans le taf super vite, tu vois. Mais ça, c'est un truc, à la base, c'est quelque chose que j'avais déjà, mais que j'ai développé, de pouvoir se concentrer rapidement. Donc, aujourd'hui, on vit dans une époque avec tout ce qu'il y a là, qui fait que l'attention, elle est très perturbée. Et c'est très difficile de rester concentré, de pouvoir garder la tête froide, comme je disais avant, etc., etc. Donc, du coup, je l'ai renforcé, j'ai travaillé. Et puis après, il y a des choses aussi que j'ai appris avec le temps, tu vois. Donc, il y a des choses dont je t'ai parlé, comme le flow. C'est-à-dire, tu vois, quand tu atteins un niveau qui fait que tu es vraiment au max de tes compétences, tu vois, c'est comment on l'atteint rapidement. Donc, il y a, je sais pas, un Nadal, par exemple, il va être dans des routines,
Tu vois, la façon dont tu vas placer ces bouteilles, ces trucs et tout. Il y en a, c'est dans la projection. Donc, ils projettent certaines images, ça leur permet d'atteindre ce niveau de concentration, etc. Je crois que Teddy Riner, lui, c'était les sneakers, c'est comme ça. Voilà, tu vois. On lui bourre de sneakers et ça le rassure, en fait. Ouais, ça le rassure et ça le met en condition. Donc, c'est comment tu te mets en condition. Et moi, déjà, comme je travaille beaucoup mes sujets, j'ai travaillé vraiment. Bon, déjà, je les maîtrise, parce qu'à la base, je le fais. Donc, quand j'arrive, je suis confiant parce que je sais que j'ai même pas besoin de PowerPoint. Tu vois, le PowerPoint, c'est un support, mais j'ai pas besoin de le lire ou quoi, parce que je sais que je maîtrise mon truc, tu vois. Et après, quand là, je dois pitcher à des gens, c'est comment je vais réussir à capter leur attention, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc aussi que j'ai appris avec le temps, tu vois. Euh, le fait d'avoir été journaliste en presse écrite, d'avoir fait des interviews, d'avoir fait de la presse radio, d'avoir fait aussi de la télé. Moi, je me rappelle la première fois où je dois faire de la télé, c'est Cachin qui ne peut pas se rendre à une émission qu'il avait calée. Et il me dit, ah Jean-Pierre, t'as vu, il y a telle émission sur France 2, finalement je ne peux pas y aller, tu vas me remplacer. Il me dit ça comme s'il m'avait dit, tu peux m'acheter une baguette. Je dis, mais j'ai jamais fait de télé, moi. Et t'as pas le temps d'y aller, annule, je sais pas, truc, tout ça. J'ai pas la lumière. J'ai halluciné sur ça, tu vois. Et après, en partant, il me dit, de toute façon, t'as deux choses à retenir. Ne jamais s'énerver en télé. Et si tu te plantes, de toute façon, tout est éphémère, les gens oublient vite. Donc, quand il m'a dit, après, il me dit, à partir de ça, et finalement, tu as vu, je levais pour prendre la parole. Au final, on ne m'a pas interviewé directement, enfin, on ne m'a pas fait intervenir directement. Et quand j'ai voulu intervenir, je ne sais pas comment on m'avait changé de place parce que Cachin n'était pas là. Du coup, on ne faisait pas réagir. Après, les mecs, ils m'ont même écrit. Mais du coup, il y a plein de choses comme ça que j'ai acquises sur la prise de parole en public, sur comment capter l'attention, tout ça, etc. Que pour moi, c'était. Donc, du coup, pour moi, c'est assez facile. Tu as vu, de pouvoir switcher sur le truc. Par contre, tu as vu, sur les trucs un peu pris ou dépourvus, ou des fois, tu vois, tu te retrouves sur des sujets où il n'y a rien à voir et tout ça, là, ça peut vite me prendre la tête, tu vois. Pas parce que je ne suis pas préparé, mais parce que des fois, tu vois, tu es sur des trucs où tu n'es même pas censé être là, en fait, tu vois. Mais sinon, ouais, ça... Mais même en interview, je me rappelle que les 2 balles, je pouvais exploser de rire avec eux, et quand je commence mon truc, ils me disent, mais on dirait que c'est pas le même mec et tout ça, tu vois. Non, fort. Et le constat que tu as, parce que tu vois, pareil, tu as bougé beaucoup en Afrique. Ouais. À un moment, tu étais un peu au Nigeria, chez lui, là. Exactement. Au Nigeria, je sais que c'est différent. Au Congo, etc. Ouais. Quel constat tu as sur l'industrie en Afrique? L'industrie de musique. La musique. Ouais, comment c'est géré le business par an? Quelles sont les différences? Est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu... Bon, ça n'a absolument rien à voir. Okay. Ça n'a rien à voir parce que ici, entre déjà, là-bas, tu as des bureaux de droits d'auteur, donc des équivalents de la SACEM. C'est absolument pas le même fonctionnement qu'ici. Donc ici en France, les droits des producteurs n'existent toujours pas là-bas. Le modèle économique aussi, il n'a rien à voir. Ici, tu vois, tu es payé sur streaming, encore sur le physique, la culture de l'objet avec le vinyle. Là-bas, c'est essentiellement, c'était encore il y a pas si longtemps que le live, surtout le live, quoi, tu vois. Mais moi, tu as vu, je suis arrivé en 2017, de 2017 à 2023, ça a énormément changé. Le streaming, maintenant, c'est devenu quand même quelque chose de sérieux déjà en Afrique francophone. Dans ce laps de temps, le Nigeria a explosé. Quand j'arrive en 2017, il n'y a pas l'afrobeat. Hein. Donc ça veut dire que moi, quand j'arrive en 2017, c'est la même chose que sur mes autres épisodes. C'est-à-dire que j'arrive en Afrique, il n'y a pas l'afrobeat, t'es un fou. Tu vois, c'est-à-dire qu'au départ, je suis directeur du publishing. Un an après, en fait, c'est fini. Donc, mais je reste à Dakar et je dis, je vais continuer à faire mes trucs et tout. Donc, pour les gens, je suis un malade. Mais reviens en France au moins. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, la musique en France, c'est compliqué. Toi, tu dis que tu vas faire la musique là-bas. Et tu te rappelles, on avait une discussion. Donc, là-bas, je travaille, j'ai signé... Mais attends, c'est juste ça, cette transition. Vas-y. Parce que du coup, tu rentres au Sénégal, tu as fini avec Universal, etc. Tu es à fond sur les trucs de publishing. Ouais. Tu retournes à la production. Ouais. Et alors là, par contre, pour une fois, alors je sais pas ce que moi, je m'en souviens quand j'étais parti au Sénégal, Deep, il n'était pas très connu, tu vois, mais je le trouvais super fort, tu vois. Et quand je reviens et que j'entends que c'est toi qui le produis après, tu vois, j'étais choqué, tu vois. Et donc, du coup, tu as le numéro 1, et après, plus tard, tu vas produire Dog Boy, tu me disais que tu as une nouvelle pépite aussi, tout ça, etc. Et en plus, je vois qu'il me fait écouter et tout, ça rappe en Wolof, c'est fort, mais c'est en Wolof. Je lui dis, ah ouais, donc toi, tu veux faire ton business au Sénégal.
Il dit non, 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 je vais l'exporter. Aussi. Et aussi. Moi, je rigole, tu vois. Je me dis, mais personne comprend le Wolof, il rappe, etc. Donc, c'est pour ça que c'est marrant et je voulais que tu finisses cette histoire-là. Et donc, il me dit, ouais, donc, ah ouais, toi, tu veux donc un mec qui rappe en Wolof? Après, je dis, ouais, ouais. Et finalement, je sors le morceau Dakar Drill de Dope Boy. Et quelques mois après, j'ai un appel des équipes de Booba qui me dit il lance Nobody Africa et qu'il est intéressé par Dope Boy. Mais même moi, j'aurais jamais imaginé que en sortant de Boy, j'aurais un appel de Booba, tu vois. Et après là, on a coproduit l'album Mental là, qui est sorti et on a signé une artiste jolie en coproduction. Donc reprise de contact avec Booba par l'Afrique. Par l'Afrique, ouais. Et des années après. Des années après. Ouf. Et pour revenir à ça, le business, ah, tiens, Deep, Ouais. numéro 1 Dakar, etc., tout ça. Le business de Pepsi, je veux que tu me racontes cette histoire-là. Ok. Deep, c'est quelqu'un qui avait déjà sa notoriété et tout avant de bosser avec moi. Et il avait déjà bossé avec un manager, il avait déjà un manager en fait, qui avait fait un gros travail de terrain et tout ça, etc. Et après, moi, sur Deep, c'est quelqu'un que déjà je voulais signer chez Universal Africa. Bon, moi j'étais publishing, mais tu as vu, comme j'ai un passé sur la prod, donc même côté prod, tu vois, j'étais en mode. Continue. Voilà, Ça te gratte. voilà, tu vois. J'étais en mode, ce cas-là, il faut le signer en fait, parce que c'est trop un truc de fou, tu vois. Et finalement, ça ne s'était pas fait. Donc, tu vois, ça faisait partie des trucs aussi sur lesquels je me suis dit, allez, il faut y aller. Donc, du coup, sur Deep, moi, je me suis vraiment positionné sur des marques, donc l'endorsement, et internationalisé. Donc, c'est simple en fait, c'est que tu as vu, tu as Pepsi qui a commencé à s'installer au Sénégal. Donc, il n'y avait pas 50 000 ambassadeurs, tu vois. Et après, on a mis en place toute l'opération. Donc, ça a consisté en... alors, il y a plusieurs étapes. Il y a eu la signature de deal qu'on a médiatisé en faisant une émission, tu as vu, sur la TFM, en prime time, un samedi, tout ça, etc. Donc, cette émission, présentation du deal, en même temps live et expliquer tout le truc. Et puis après, on a fait le morceau. Le morceau, en fait, pour ce morceau-là, Deep, il a fait un titre. Et pour ce titre-là, je me suis inspiré de MC Solar. En fait, MC Solar, il était ambassadeur de Pepsi. Et je me rappelle, parce que j'étais gamin à l'époque. Et Solar, il avait fait un texte où il disait « Je suis le MC un peu psy, sponsorisé par Pepsi. C'est la raison pour laquelle mes concerts ne dépassent pas les queues Deep. » Donc quand il dit ça, au début, je ne comprends pas. Mais comme moi, j'aime bien le marketing, du coup, j'ai été me renseigner. Et là, je comprends qu'en fait, il est ambassadeur, qu'il a un partenariat, que son partenariat lui permet de faire que le concert ne dépasse pas les queues 100 francs. 100 francs à l'époque, tu vois. Et je dis, ah ok. Et c'est là où j'ai découvert, tu vois, l'endorsement, le truc comme ça, etc. Grave, tu vois. Mais c'est parce que j'écoute le texte. Mais au début, je comprends pas, je ne sais pas ce que signifie sa punchline. Je dis Pepsi, truc et tout. Je pensais que c'était que la rime, quoi. Ouais. Et à l'époque, tu as vu, il y avait quand même des spots, des trucs et tout ça et tout, tu vois. Et donc voilà, donc après, j'en parle à Deep. Et quand on fait le deal, quand on est au tout début du deal avec Pepsi, et il me dit, ok, d'accord, je vois le truc. Et on dit à Pepsi, je dis à Pepsi, on va faire une punchline. Dans le texte, il va y avoir un placement de produit, mais ce n'est pas sur le placement de produit que ça va jouer. C'est sur la punchline qu'on va mettre dedans, parce que la punchline va rentrer dans les oreilles et dans le cœur de votre public. Et comme c'est Deep et qu'il est hyper influent, parce que Deep, il est influent, c'est pas juste il a des millions de followers, il est prescripteur. Ça veut dire que les gens l'écoutent, s'habillent comme lui. S'il dit écoutez ça, tout ça, etc. Donc je savais que truc, voilà. Tu vois, donc du coup, il fait une punchline en mode je suis le trône avec Messi à boire mon Pepsi. Mais il le dit en Wolof, tu vois. Et la punchline a fait mal et ça a été genre la déflagration quand le morceau il est sorti, tu vois. Et donc, donc là, ça a été un carton. Et après, on a mis en place plein d'autres opérations marketing. Du coup, tu as vu, en gros, du coup, quand je commence à bosser, même déjà quand on fait les négos, Pepsi se rend compte, les gens de Pepsi au Sénégal se rendent compte que je connais très bien la marque.
Parce que comme je disais, moi, comme j'étais grave intéressé, en plus, moi, je suis de l'époque de la génération culture pub. Donc, tu te rappelles, les pubs comparatives, tout ça, etc. C'est des trucs que je suivais à mort. Il y avait des opérations en Russie, tout ça, etc. Là, il y a un documentaire sur Netflix, tu as vu, sur Pepsi, là, qui est vachement intéressant, avec le mec là, qui avait fait son truc, qui voulait absolument l'avion de chasse et tout ça. Donc, moi, toutes les histoires de Pepsi, là, et tout le marketing de Pepsi, même les grandes pubs à l'époque, tout ça, le truc de Michael Et Jackson, puis, tout ça. tu t'écoutais le podcast aussi, je crois que c'était La guerre des Il y business. a du business aussi, dinguerie, tu vois. Mais ça, c'est venu plus tard. Ouais, Tu vois c'est ce que je veux clair. dire? Mais moi, Les déjà, petits détails, mais déjà, les trucs de l'époque, c'était déjà, tu as vu Pepsi, c'était déjà une grande histoire, tu vois. Donc, ils ont vu de vie, ils ont vite vu, ils ont vite vu que je connaissais bien le truc, tu vois. Et donc, du coup, sur les opérations qu'on mettait en place et tout ça, c'était vachement utile. Et puis, donc, du coup, je peux m'amuser en termes de marketing sur les trucs et tout. Et ça a été un carton. Vous connaissez le titre du morceau? Le titre du morceau de Deep? Non. Bah, tu regarderas. J'ai oublié ce morceau-là. Et ouais, donc du coup, pareil aussi avec Orange. Mais toi, pour toi, comment ça vient en fait? Est-ce que c'est souvent comme ça, c'est eux qui viennent te voir ou c'est toi qui vas les démarcher? Non, tu démarches. Mais alors sur Orange, c'est très particulier. Il y avait un passif entre Deep et Orange, parce que Deep était ambassadeur de Free, en gros, quoi, qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, mais en tout cas qui s'appelle comme ça aujourd'hui. Et Deep était ambassadeur d'une offre jeune pour Free. Il est ambassadeur de Free, il fait un morceau, il fait basculer la part de marché de 1%. 1 million de jeunes souscrivent à l'offre jeune, offre nouvelle, de Free. Donc Orange est un peu énervé et tout ça, ça crée des dissensions. Donc il y avait une tension parce que du coup ça se renvoyait un peu la balle, tout ça, ça envoyait un peu des punchlines et tout. Et un jour, mais ça c'était avant que je ne sois là. Comme je disais, Deep, il était déjà connu. Quand il fait son deal et qu'il est ambassadeur de Free, moi, je ne suis pas dans l'histoire. Donc, un jour, je suis chez Deep et je me lève, je lui dis, bon, je vais rentrer, je vais faire un dossier pour Orange. Donc, je monte un dossier pour Orange, je galère, tout ça, etc. Tatati, tatata. Et Orange, ils me disent, mais toi, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que nous, avec toute l'histoire qu'on a avec Deep, il se passe ci, il se passe ça, tatati, tatata. Après, il dit, qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Le numéro 1 travaille qu'avec le numéro 1. Moi, j'avais déjà prévu ma punchline. Je savais que je laisserais me dire tout ce qu'ils veulent et que j'allais terminer par cette punchline. Et donc après, et là, maintenant, du coup, on a réussi à conclure un deal où Deep, il est ambassadeur de Orange Money Sénégal et Orange Money France. Ouais. C'est comme ça que s'est fait le morceau avec Youssoupha, tu vois, et qui s'appelle j'ai dans la tête, mais j'en souviens plus des titres. Je prends la confiance. Je prends la confiance, exactement. Et donc voilà, qui a ouvert aussi, qui a internationalisé Deep et tout, tu vois. Donc à ce moment-là, je monte un dossier, on fait le truc, je démarche pendant longtemps, je galère, on me répond pas, des fois ça revient pas, tout ça, etc. Et là, voilà. Ouf. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, pourquoi je parle de Orange, Pepsi, etc. Parce que là, tu as moyen de faire ça, parce que c'est le numéro 1. Maintenant, si on parle de Dope, c'est pas la même chose. Lui, il a rien, personne ne le connaît, etc. Les stratégies pour que aujourd'hui ça arrive jusqu'à de Yafrika, etc. Comment on met en place, comment je travaille en termes de marketing en fonction de mes artistes, c'est que je prends en compte en fait la situation réelle de chaque cas, tu vois. Deep, super connu, et le fait qu'il soit prescripteur. À partir du moment où tu es prescripteur, là tu peux parler marque, tu peux parler partenaire, tu peux parler de choses comme ça, parce que tu es influent. Après, c'est comment tu vas le faire et comment tu vas mettre en place les opérations marketing pour ça, tu vois. Donc, je savais qu'avec Orange, ce serait difficile, mais que c'était possible, tu vois. Sur Dope Boy, par exemple, je le signe au moment où je finalise mes deals avec Pepsi, mais avec son talent, je me dis, il y a moyen de vraiment faire quelque chose qui est intéressant, parce que en fait, il rappe en Wolof, mais il rappe beaucoup en français, et il rappe très bien en français, tu vois. Donc, je savais que... et puis, tu vois, le positionnement artistique, il a un très bon niveau, très bon flow, un grand sens de la mélodie. Donc, je savais que ça, c'était quelque chose sur lequel il y avait moyen de faire mouche. Donc, sur le premier projet, l'objectif, c'était de définir la direction artistique. C'est pour ça que le projet s'appelle Dakar Drill. Mais en fait, à la base, Dope Boy, ce n'est pas spécialement un driller. Mais je savais qu'en sortant un projet drill, la drill, ça permet de combiner les deux facteurs importants qui sont le flow, l'écriture, le rap,
et le chant, parce que tu as vu le côté mélodieux, tout ça, etc. Donc ça, je savais que ça pouvait canaliser la direction artistique, etc. Donc c'est pour ça que en fait, le EP porte le même nom que le single, Dakar Dream. Et voilà, et en fait, quand Booba il monte 9D Africa et qu'il entend ça, il entend la qualité, en fait, tu vois. Et donc c'est pour ça que sur Doughboy, c'est ça, sur Deep, c'est ce que j'ai expliqué avant, et sur Ma Chanteuse Jolie, j'ai fait un partenariat avec Adama Paris, qui est une styliste très connue. Elle a fait des choses pour Beyoncé, pour Alicia Keys, tout ça, etc. Et donc c'est un positionnement mode et musique pour l'artiste, tu vois. Et Par contre, c'est différent, c'est de l'R&B. ça, c'est... enfin, ouais. C'est de l'R&B, Ouais. C'est ma première chanteuse, C'est ta déjà. première chanteuse, donc tu ne travailles pas pareil que par exemple un Non. Doughboy Non, ou un rappeur. non. Chaque projet est différent. Parce que l'idée, c'est justement ça, c'est en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des profils qui sont différents. Pour moi, c'est... Et puis, c'est la qualité. C'est-à-dire que, pareil, elle écrit super bien parce qu'elle écrit toute seule. Et elle écrit en français et en Wolof. Elle mélange le français et le Wolof, tout comme Doughboy. Et c'est des gens qui étaient en français et Wolof avant même que moi, je sois dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Mais là, tu t'amuses vraiment bien tu sais, avec les artistes que tu as actuellement, tu vois. Parce que Ouais. par rapport à l'expérience que tu as, la vision que tu as, tout ce que tu fais, c'est beaucoup plus maîtrisé encore. Et beaucoup, en plus, comme tu es là, tu es tout seul, enfin, dans le mail, tu es plus libre, donc voilà. Quoi. Bah, j'ai mon équipe quand même. Ouais, T'as vu, t'as on a l'équipe. Driver, on a Laura et tout ça, on a tout le monde. Mais bah déjà, encore une fois, c'est, tu vois, comme les photos que tu m'as montrées, c'est chaque photo, c'est une étape de JP, tu vois ce que je veux dire, c'est des JP différents. Et le fait d'être en Afrique, tu as vu, c'est hyper challengeant. Donc, du coup, artistiquement, businessment, en termes aussi de game, tu vois, puisque tu as vu, on fait tu vois, on essaie d'amener des trucs aussi, tu vois. Donc, forcément, tu vois, tu sens plus de maîtrise. Et puis, la qualité, tu vois, comme j'essaie d'être intransigeant là-dessus, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais que tu te dises au moins que c'est de quali. Ok. Si tu as un café à prendre avec quelqu'un, tu prends avec qui? Un café crème. Il faut que je réfléchisse là, parce que... Il y a Elon Musk déjà, même si c'est classique, c'est une dinguerie. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable. Après, il y a Sam Altman, le créateur de tout ce qui est ChatGPT. ChatGPT, OpenAI, tout ça, etc. Lui aussi, c'est quand même c'est la révolution. Bill Gates avec Microsoft, même si aujourd'hui c'est passé de mode, tout ça, etc. Il a été quand même visionnaire. Il y a qui? Xavier Niel. Ah oui, Free. Ouais, Xavier Niel, ça a été... je ne sais même pas s'il y a un exemple équivalent dans l'histoire en France, tu as vu, de ce qu'il a fait entre l'école 45, l'école 42, 42. Station F, Free, tout ça. T'as raison. Robert Greene. Ouais, ah bah oui, Robert Greene. Tu vois, parce que lui, il a masterisé plein de compétences, d'expériences, etc. Donc, lui aussi... On va refaire un autre truc aussi. Disons que tu es dans un bar, bloqué pendant 1 mois ou 2 mois. Tu as le droit... Bloqué dans un bar? Ouais, t'arrives une galère, tu es bloqué dans un bar. Nous, on te ramène le café. C'est-à-dire que nous, on te met bien quand même, tu vois. On te ramène le café. Tu as le droit à un livre, un film et un album. Un livre, un film, un album. Et ton... Choisis le bon. T'as le droit qu'à une chance. Et il n'y a pas de, comme tu as fait la liste là. Non. Un film, un album et un livre. Vous êtes fort, vous me donnez 3 trucs. Ah, mais... J'ai le droit qu'à one shot. Un café. Mais t'as un café illimité. Je ne vais pas tenir longtemps avec le café illimité en plus. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu choisisses bien ton livre et ton film et ton... Tu peux regarder en boucle. Tu peux lire en boucle. Alors, un film. Parce que tu regardes... Parce que c'est un influenceur aussi. Hein. J'en souviens Breaking Bad. À cause de ton Oui, mais post, c'est non, c'est à cause de lui qui a regardé. on est parti. Ah c'est pour ça que j'ai regardé. Bah oui. Vous Mais avez t'étais déjà à la kiffé? saison 5. Bah T'étais déjà à la saison oui, 5. Bah oui, T'as t'es vu? déjà à la Et tu saison dis, 5. t'as posté, ah, je deviens ouf. Ouais, non, grave. faut que j'aille regarder, J'ai repris à zéro. Ah ouais, pour moi, Et, c'est, là, je crois, la Ouais, meilleure moi série de aussi, tous les temps. c'est Tu vois, incroyable. l'arc des personnages, Ah non, l'histoire, l'évolution, l'évolution, ouais, truc, tout ça. c'est dingue. Un film. Alors, je trouve qu'il y a de moins en moins de bons films. Mais Donc, toute génération. Mais je mets film ou série.
Comme tu veux, soit film, soit série. Mais, Film ou série? Film ou série. Ok. De tous les temps. En fait, si je devais dire une série, je vais dire Snowfall. Snowfall. Et je vais dire Snowfall parce que, en fait, au début, j'ai trouvé que c'était surcoté. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute qu'on connaît, Ouais, grave. pour moi, c'est... Bon, déjà, il y a peut-être une saison peut-être qui était... où vraiment, j'ai failli décrocher, tu vois, qui n'était pas terrible. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était bien, mais surcoté. Donc, ça m'a surpris dans ce sens-là, dans le sens où à un moment, j'attendais plus rien. Ouais, Mais je souvent, me mais suis c'est là que c'est la magie. Oh, La magie, ça c'est m'a... pas ça, la Voilà, magie, c'est souvent. pour ça que là, ça m'a Magie, t'entends rien, il y a des t'entends trucs, rien, la magie tu opère à vois. ce moment-là. Plus le jeu d'acteur, tout ça, etc., etc. Plus l'histoire aussi. Et ce qui dénonce, hein, avec, tu vois, les trucs, enfin, la CIA, la drogue, tout ça, etc. Donc, ça, je mettrais ça comme série. Snowfall. Snowfall, c'est marrant parce que pour un bouquin, j'ai conseillé un livre à ma fille. Et finalement, son prof lui a dit, tu vas devoir lire ce livre-là, son prof de français, tu vois. C'est Le joueur d'échecs. Ah, on a parlé de ce film-là. Ouais. C'est qui a écrit Ça, c'est un livre, surtout. Qui l'a tu vois. écrit ce livre Il On a s'appelle parlé. alors j'allais dire Zenfeld, On a mais c'est parlé. pas- Zen, je ne sais pas comment prononcer le nom. Et en tout cas, le livre, c'est le joueur de chèques. Et c'est incroyable parce que c'est un mec qui se retrouve enfermé dans une prison. Il a rien, justement. Lui, il n'est pas dans un Attends, faut pas bar. spoiler parce qu'ils vont peut-être vouloir regarder les gens. Non, je ne spoil pas, je pitch. C'est pas pareil. Ça départ. Non, pas du tout. Non, parce que pour qu'on comprenne, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, il se retrouve enfermé dans une prison. Il n'est pas dans un bar. Il n'a rien. Et à un moment, il fait une petite sortie. Il vole un truc, un bouquin. Il ne sait pas ce que c'est. Quand il rentre dans sa cellule, il est super content. Il dit, je vais avoir enfin un bouquin que je vais pouvoir lire, tu vois. Et quand il regarde le bouquin, c'est un bouquin pour apprendre à jouer aux échecs. Et donc, il est dégoûté. Pendant plusieurs jours, il était dégoûté. Puis après, il ouvre le bouquin, il apprend à jouer, puis il devient un truc. Et là, il devient un master en échecs. Puis après, il se passe plein de trucs, tu vois. Ok. Donc On va Snowfall, lire. Je l'ai pas lu. Le joueur le d'échecs. joueur d'échecs, Ouais, ça, c'est un truc. Il y a un album. l'album. Alors, Un album. Jay-Z, Reasonable Doubt. Ce serait ça, ou sinon le premier. Ah, il y en a Nas, qu'un, il y en ou a le- qu'un, il y en a qu'un. Alors attends. Ouais, non, le premier Jay-Z. Alors, du coup, la question de l'ancien invité, c'est que ferais-tu durant un cycle nictéméral? Un cycle de 24 heures. Un cycle de 24 heures. Alors, moi déjà, j'ai un principe qui est qu'en fin de journée, je fais le bilan de qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer mon business. Tu as vu? Donc, avant de me coucher, tu vois, il faut que je pense à ça. Tu as vu, des fois, c'est au moment de m'endormir, ou des fois, ça va être avant, tu vois. Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est l'action, la principale action que j'ai faite pour ça? Il faut que j'ai ça. Ça peut être un appel, un mail, une rencontre, une discussion, une idée, un dossier ou n'importe quoi, tu vois. Ça, du lundi au vendredi, ça, c'est un truc que je m'oblige à avoir, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée qui m'a permis de faire avancer mon truc? Comme ça, je m'interdis d'avoir une journée entre lundi et vendredi où vraiment j'ai rien fait. Tu veux, des fois, tu peux n'avoir rien fait du tout, mais tu as une idée ou tu as fait un dossier qui remplit finalement ta journée, qui vaut ta journée. Donc, j'ai ce truc-là. Ça, c'est le soir. Et après, le lendemain, le truc par lequel je commence, c'est que je me fais souvent des notes sur mon téléphone ou sur mon ordi sur ma to-do, tu vois. Et ma to-do, bien sûr, comme tout le monde, hein, elle est classée par les trucs importants, les trucs pas importants, les gens à rencontrer, les choses à faire et tout ça. Donc, par rapport à ma to-do, j'ai la vision de ce que je dois faire dans la journée, tu vois. Et avec, du coup, comme je l'ai sous les yeux, je sais les choses importantes, des choses moins importantes, tu vois. Donc, ma to-do, je la mets à jour dans la journée, tu vois. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est que le matin, quand je me lève très tôt, donc, tu vois, dès que je regarde ma to-do, je regarde les choses qui sont importantes. Et puis après, une fois que j'ai fait ces trucs-là, du coup, tu as vu, comme je disais, 10-11 heures, c'est des dossiers, des trucs et tout ça, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont importantes quand même, mais tu vois, qui ne sont pas prioritaires comme ce que j'ai pu faire juste avant et tout. Et après, comme ça, mais comme je me lève super tôt, normalement, tu as vu, si je bosse bien, le matin, l'après-midi, je suis censé être tranquille, tu vois. Mais j'essaie de... tu as vu, on essaie tous de maximiser notre temps et tout, tu vois. Mais du coup, ouais, après, l'après-midi, c'est vraiment appeler, lire s'il faut lire, regarder des séries, rencontrer des gens, mettre en place des trucs. Les rendez-vous, de toute façon, il y a toujours plein de rendez-vous, tout ça, etc.
Mais là, par exemple, tu as vu quand tu te passages à Paris ici, là, par contre, je vais caler mes rendez-vous. Donc, je sais que je vais caler mes rendez-vous entre 10h, midi, 14, 17, tu vois. Et du coup, ça fait des journées vraiment chargées, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'organise mes cycles ectémérales. Et donc, du coup, la question que tu as posée pour Pour le prochain invité. Et j'ai pas le droit de savoir qui c'est. Non, mais moi, je ne sais pas c'est qui. Ok, d'accord. Sa définition du succès. Okay. Bah moi, je pense qu'on a fait le tour. En fait, c'était ça. Hein. Moi, mon but, c'était vraiment ça. C'était de faire ton autobiographie, grosso modo, parce qu'il y a plein de trucs qu'on a zappés, mais qu'au moins que ce soit utile pour ceux qui nous regardent. Je pense qu'ils ont eu pour... j'espère que ça ils ont eu pour leur temps, c'est-à-dire le conseil, ne serait-ce que ton mindset et ce qui peut servir en tant qu'entrepreneur. Ou voilà. Donc, c'était ça. Merci à vous, les gars. Vas-y, mon gars. Merci, voilà. Merci, Café Crème. Café Crème.